Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 6e étage sans ascenseur. Aujourd'hui nous allons parler du rapport au corps et de l'image de soi. Alors avant de commencer cet épisode et de vous présenter qui est avec nous autour de la table aujourd'hui, on voudrait dire un grand merci déjà à toutes vos écoutes pour les 2 premiers épisodes et à vos retours. Et surtout un merci tout spécial à Gaël qui nous a envoyé un super dessin de notre logo et une lettre trop gentille qui nous a grave touché. Et aussi à Chloé qui nous sert de bêta écouteuse et qui nous permet de savoir un peu si les épisodes sont montrables ou pas au public. Donc voilà, donc un grand merci à vous tous. Et puis et ben sinon aujourd'hui avec moi autour de cette table Anthony, Bien le bonjour. Charlotte, Oula. Victoria, Yo. Jessie Oyez, oyez. et puis bah moi Raphaël. Donc voilà. Et du coup et ben je pense que pour aborder ce sujet qui risque d'être costaud on va dire, je pense qu'on peut peut-être commencer par un point qui me semble majeur, qui est le rapport à votre poids peut-être de façon générale. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Est-ce que Ben, ma foi, je pense être tout désigné, puisque en tant qu'ancien gros. voilà, ça commence bien. Non, désolé. Mais en tant que. Oui, j'ai été sujet à pas mal de problèmes de surpoids durant à peu près toute mon adolescence. Ouais. Moi, ce fut mon point de crispation majeur durant ces années-là. Et je suis plutôt grand et longiligne aujourd'hui. Je fais 1m84 pour environ 80 kilos. On balance les nombres. Oui, non, D'accord. Oui. Non, mais j'ai fait à peu près 30 kilos de plus. 30 kilos de plus avec, vous imaginez, la puberté, plus tous les complexes divers et variés qui s'accompagnent. Mais oui, le poids fut l'un de sujets de crispation majeurs quant à mon corps, pour sûr. Donc ça peut être effectivement intéressant de voir est-ce que ça a beaucoup changé. Du coup, donc toi, t'es quelqu'un pour qui le poids a évolué vachement. Du coup, t'as maigri, du coup, beaucoup. J'ai maigri beaucoup. Ça a été vraiment une obsession pendant pas mal d'années parce que j'ai tenté des régimes. Ma mère elle-même a des problèmes de surpoids et est obsédée par les régimes. Elle m'a transmis ça. Elle est adorable. Elle l'a pas fait exprès, mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Et finalement, j'ai eu une espèce de grand pic de surpoids autour de 16-17 ans, et j'ai réussi à partir de mes 19, quand j'ai pris mon indépendance. En fait, je suis parti une année à Paris, et j'ai eu mon premier petit studio de 18 mètres carrés comme beaucoup de gens. Et le simple fait d'avoir un frigo, et de pouvoir, mon propre frigo, et de pouvoir gérer ce que je mange, et de moins me rabattre sur la bouffe dès que je m'ennuie, ou dès que j'ai une contrariété, c'est descendu assez vite. Il y avait une espèce d'excès alimentaire du simple fait d'avoir toujours énormément à profusion devant moi. Donc, c'est marrant parce que moi je sais que, on en reparlera peut-être un petit peu plus dans la suite quand on va un peu aborder l'alimentation en général. Moi je sais que ça a fait un peu l'effet inverse de me retrouver seul et d'avoir accès à justement ce que je voulais en nourriture alors que c'était plutôt contrôlé par ma mère, moi du coup. Mais ouais, intéressant, marrant de voir un peu la différence. Je crois que toi, Jessie, t'as aussi perdu pas mal de poids. Ouais, alors moi j'ai perdu en commençant de bosser, mais par contre pareil, comme Anto, quand j'ai eu le premier appart, et vu que budget club, le fait que tes potes... Après moi je suis vraiment rentré dans un truc un peu plus abusé, mais le fait qu'à un moment les potes te demandent un kebab, et tu te dis « Ah, kebab 6€ c'est le prix d'un manga » ou quoi, et j'essayais de passer beaucoup plus de thunes dans le budget de loisir, et quand je vivais seul, je mangeais que des pâtes, mais parce que j'aime bien les pâtes, et que ça m'allait mes pâtes et ketchup, et j'avais ça dans mon frigo. Je gérais mon budget de façon à ce que tout aille plus dans les loisirs que dans la bouffe. Et sinon, le poids, généralement, pareil, obèse de l'enfance au lycée. Et puis, lycée, comme je commençais à bosser pendant les vacances, tu perds des poids. Ouais. Mais oui, geek, jamais sortir de chez soi, énormément de soda et de petits gâteaux. Moi, je sais que le poids, pareil, pour moi, perso, le poids, c'est un sujet un peu pas de crispation exactement, mais c'est un sujet qui me cause pas mal de soucis. Pour le coup, moi, quand j'ai commencé à partir de chez ma mère et à m'installer un peu en tant qu'étudiant dans un studio étudiant de ça, j'ai commencé à prendre pas mal de poids parce que justement, je pouvais un peu manger ce que je voulais. Et j'en ai ensuite perdu beaucoup. Et puis, là, je suis en train d'en reprendre. C'est vrai que moi, je fais un peu un yo-yo là depuis quelques années de 10 kilos en 10 kilos. Donc, je fais 10 kilos en plus, 10 kilos en moins, 10 kilos en plus, 10 kilos en moins. Et ça fait pas forcément grand chose comme ça visuellement, mais en vrai ça fait quand même un gros yo-yo. Et c'est vrai que j'ai pas mal de mal à me stabiliser moi là-dessus sur du poids, quoi. De toute façon, t'es pas la seule personne, hein. C'est assez majeur comme souci le yo-yo, quoi. Quand t'as un accès de motivation, tu vas arriver à perdre plusieurs kilos avec X ou Y méthode, parfois même sans méthode du tout, simplement en diminuant.
Et dès que tu te relâches, parfois pour de très bonnes raisons, parce que tu as un nouveau travail ou t'as simplement pas la tête à ça, trop de stress ou quoi, hop, ça remonte, et parfois plus que ce que tu as perdu. Souvent, il y a même un effet un peu ressort. Il y a des gens, je sais que nos parents et la génération un peu d'après-guerre qui ont une profusion de nourriture un peu nouvelle et qui n'ont pas tellement su comment gérer, se sont retrouvés avec des problèmes de surpoids et des obsessions en lien. Et ce sont notamment des femmes, il y a beaucoup d'hommes, mais notamment des femmes qui sont prisonnières de yo-yo comme ça, alimentaires, depuis 20, 30, 40 ans et qui savent pas en sortir. C'est aussi là-dessus qu'est basée toute l'industrie des régimes, des produits amincissants et tout. Toi, Victor, je crois que t'es un peu comme moi, tu fais pas mal de yo-yo, non, aussi, en termes de poids? Ça va. En fait, depuis la 5e, j'ai toujours noyé mes émotions dans la bouffe. Ouais, pareil. Mais j'étais pas spécialement grosse, en fait, mais je me suis toujours trouvée grosse, mais ça vient aussi de ma maman, du coup, qui a pas fait exprès, mais je pense que tous les problèmes viennent de là. Mais du coup, j'avais grave perdu au lycée, genre je bouffais 3 gâteaux par jour. Ouf, et j'étais tombée à genre 52 kilos, ce qui pour ma taille, genre je fais 1m67, c'était limite de l'anorexie, quoi. Enfin, selon l'IMC, je tombais dans l'anorexie un peu dangereuse, quoi. Bon, pas dangereuse, mais bon, c'était pas super ouf. Mais ouais, dès que j'ai quitté le foyer familial, ça fait comme toi, j'ai géré les quantités et tout, j'ai grave pris. Genre là je suis à 75 et bon après maintenant je suis un peu plus en paix avec mon poids en soi, enfin je sais qu'avec le premier confinement j'étais montée à 77, je suis redescendue à 71, donc là oui je recommence à faire un peu yo-yo, mais bon maintenant je suis un peu en paix avec ça, ça dépend des jours, mais pour ma taille voilà, c'est pas non plus c'est un léger surpoids quoi, je suis pas... C'est pareil que toi, moi je crois que c'est un petit chemin, je pense, d'accepter un petit peu de toute façon. Charlotte, toi t'es un peu dans une situation un peu inverse, t'es quelqu'un qui est plutôt fine par nature, même si tu manges énormément. Donc c'est pas mal intéressant ça aussi en termes de morphologie, je crois. Bah moi je fais partie des personnes chiantes qui bouffent ce qu'elles veulent et ça grossit jamais. Ouais. Personne qui donne la haine à tout le monde. Ça grossit jamais. Et je suis techniquement en anorexie par rapport à mon IMC, mais c'est juste ma carrure, enfin c'est un cas de personne, enfin je peux pas grossir, c'est plus faut que je fasse gaffe à penser à bouffer, que ça peut vite être dans les excès, mais... ça c'est un truc dont je voulais un peu te parler, justement, t'es quelqu'un, et je crois que Victoria et moi on a un peu ce truc là aussi, t'es quelqu'un qui peut oublier de manger et qui peut oublier ta faim si t'as une journée trop mouvementée, s'il se passe trop de trucs ou quoi, assez vite, non? Moi aussi. Alors que moi j'oublie ma journée quand j'ai faim. ce qui est bien aussi. Mais enfin ouais, Vic, ça devait être un peu ce qui se passait au lycée, je suppose. Ouais, au lycée, mais c'était un peu la dépression au lycée, mais... Après là, habiter à 2, du coup, avec Jessie, vu que le repas on le fait à 2 et tout, je saute plus des repas, alors que quand j'étais seule, le soir si j'avais la flemme quoi. Alors que là à 2, t'es pas obligé de manger quoi, mais c'est convivial, du coup non, j'oublie pas trop de manger. Il y a un côté aussi rapide, enfin moi je trouve en tout cas, au fait d'habiter en ville et d'avoir accès à tout un tas notamment de trucs à livrer de ça, Dieu sait qu'en plus ça se démocratise énormément. Et que c'est simple de juste ouvrir des livreaux Uber Eats, je sais pas quoi, et commander un gros burger. C'est plus simple que ça, que de se faire une soupe, couper des légumes, machin. Et c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de soucis avec ça quand je taffais un peu moins maintenant. C'est un truc dont j'ai réussi un peu à me détacher. Les livreaux aussi, d'habiter sur la presqu'île, il y a tellement de choix. Alors que je sais pas, quand on était dans le 8e, c'était plus compliqué. C'était kebab ou pizza quoi. Donc, alors que là t'as tellement une palette de trucs, c'est... non, c'est un peu fou, puis je sais pas, moi je suis harcelée de mails, bon après non mais faudrait que j'ai faut que t'aies des newsletters, Victoria. Non, mais je sais pas comment ça marche la vie. Et du coup tu vois les petits emoji burgers et t'es là chien. Moi je sais que c'est un truc que j'ai mis longtemps à réguler. Alors moi je suis allé voir une nutritionniste il y a 2 ans maintenant. Et j'ai été suivi par elle pendant quelques mois quand même, et ça m'a pas mal aidé à réguler le fait à réguler la boulimie déjà, et cette espèce de truc un peu maladif, vraiment de se mettre vraiment littéralement malade avec la bouffe quoi. Et ça m'a pas mal aidé à recalibrer un peu déjà ma faim, à perdre du poids évidemment, mais aussi à comprendre un petit peu mieux ce mécanisme et à m'en séparer un peu et à le voir comme une pulsion. Alors je sais qu'elle m'avait donné un conseil que je vais partager ici. Alors je sais pas si ça marcherait pour tout le monde. Je sais pas si c'est quelque chose qui est forcément bénéfique selon la façon dont les personnes réfléchissent ou pas. Mais moi je sais que ce qu'elle m'avait dit comme conseil, c'est en fait si j'avais envie de commander ou de me taper une espèce de crise de boulimie quoi, que je la fasse, mais qu'en fait je prenne tout ce que j'avais pris à manger
et que je le mette entassé sur un seul plateau en face de moi avec une grosse bouteille d'eau et que je m'installe en face du truc sans distraction, pas de téléphone, pas de série et de ça, et que je mange tout, mais entre chaque bouchée que j'avale une petite gorgée d'eau. Et t'es en face de ton truc et tu dois bouffer la quantité astronomique que tu vas normalement t'enfiler avec zéro distraction. Le fait d'avoir ça en face de toi et le côté un peu psychologique quoi de comment tu te sens vis-à-vis d'un espèce de truc qui te dépasse complètement. Moi je sais que l'idée simple de devoir faire ça m'a coupé net et j'ai jamais essayé parce que ça me foutait une trouille incroyable que de me retrouver en face d'un plateau avec toute la quantité de bouffe et de ça, et je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais me mettre à chialer et tout ça. Et j'ai pas envie. Donc je sais que ça m'a bien aidé en mode thérapie par le choc, mais bon tips, hein. Je sais pas si c'est un super truc, mais c'est vrai que nous quand on mange des grosses bouffes c'est toujours devant la télé, et du coup tu fais pas gaffe, paf, c'est manger en 5 minutes et puis voilà. C'est le gros piège des écrans quoi. Mais ouais, mais c'est chaud patate et ça je sais que ça m'avait bien aidé. Alors je pense pas que ça peut aider tout le monde, hein, mais c'est bien chouette. Il y a plein de tips, bien mâcher, pas manger trop vite, je bouffe vite. Alors si tu manges vite, t'as pas la satiété qui arrive assez vite. C'était Madonna qui avait partagé. Super, vas-y dis-nous ce que dit Madonna. Non mais Madonna qui avait partagé son astuce, ma sœur, qui était de mâcher chaque aliment plus de 50 fois. 55 fois. Je crois que c'est 30 fois. C'est très long. C'est trop 50 fois. Je pense que ça m'écœurerait, moi. Ouais, c'est de la bouillie. Non, mais ça marche bien. Mais déjà, ne pas manger devant la télé ou autre, ça aide déjà énormément. Mais quand t'es seul, en fait, un peu lié, et à moitié, mais un peu lié au fait de se retrouver seul et de plus avoir forcément l'ascendant de vos parents ou de votre famille en général sur vous. Est-ce que ça a changé en termes de votre rapport au corps, le rapport que vous avez à votre corps de façon plus générale, c'est-à-dire à votre style, au fait de pouvoir ou non vous couper les cheveux, de pouvoir ou non, je sais pas, vous faire des piercings, vous acheter tel ou tel vêtement. Est-ce que ça a été un gros changement quand vous êtes arrivé dans votre vie un peu adulte, on va dire, ou Victoria, ouais. De ouf. Ouais, de ouf. Ouais, ma mère, elle est vachement sur le paraître. Et oui, c'est pas, on va pas se ronger les ongles en même temps qu'on parle. C'est une mauvaise idée. Mais je sais, par exemple, mon père, il déteste les cheveux longs, donc j'ai jamais eu les cheveux longs, d'où le fait que là, il m'arrive aux boobs. Enfin, voilà, j'ai ma meilleure vie. Je pense que c'est une très belle phrase. Mais souvent, quand je vois mon père, il est là, oh là, c'est long, faut couper. Et genre, mais je suis une adulte maintenant. Et pareil, ma mère était souvent sur le poids, oh, t'as pris un peu. Ouais. Ou même des fois au téléphone, elle me demande alors, c'en est où? Mais après, parce que moi, je lui dis, j'ai perdu, j'ai pris. Mais il y a beaucoup, c'est beaucoup lié à ma mère, cet aspect au poids. Mais là que j'habite seule, j'arrive un peu à me détacher de ça. Pareil, cool. Niveau style, c'est que cette année, mais je commence un peu à vivre mon style, surtout qu'on est dans une grande ville, donc je me dis, ça aide aussi, hein, c'est le moment de vivre mes vibes gothiques, sinon, je le ferai jamais, quoi. Enfin, mais oui, non, c'est une grande libération de pas avoir mes parents. Quand t'as des parents qui ont un peu envie de contrôler de base, je pense que Charlotte c'est un peu la même chose, mais à l'inverse, je crois, non? Toi, c'est plutôt les cheveux courts que ta maman était pas trop top dessus. Techniquement, je les ai eus au lycée quand j'étais chez mes parents. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça a été un process en termes surtout de style vestimentaire et peut-être d'autres choses aussi, mais où j'ai pu aller faire les boutiques toute seule. Et c'est une grande joie de pouvoir acheter les fringues que t'aimes. Mais je sais que aussi quand je reviens à chaque fois chez mes parents, je suis en mode ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer, ça on prend. Et enfin, ça va pas passer, ça va pas être horrible, mais ça va pas être assez féminin, quoi, globalement. Mais c'est juste que j'ai pu peut-être me détacher de plein de trucs et créer un style où avant c'était juste gros sweat et un t-shirt. Ok, je mets toujours beaucoup de mais c'est une bonne base. J'essaye d'avoir un style un peu derrière, je sais pas si... Non mais oui, de base je pense que aussi tu t'es un peu plus affirmé dans un style qu'on va dire un peu plus androgyne, et tu te laisses un peu acheter des trucs plus androgynes que tes parents seraient pas forcément dont ils seraient pas forcément fans, quoi. Mais ouais, je pense que de base le fait de vivre dans une grande ville aussi effectivement te permet de faire plus de fantaisie, on va dire, de style par rapport au fait d'habiter. C'est vrai que nous on s'est tous connus en Haute-Savoie quasiment, Anthony, toi je t'ai connu à Lyon, mais on s'est tous sinon connus en Haute-Savoie, et c'est vrai que c'est moins des grandes villes, c'est plus des petits villages. Le fait d'avoir un style qui se démarque un petit peu, c'est pas forcément bien vu. Jessie, toi, tu voulais un petit peu, je crois, en parler. Ouais, moi j'étais gothique. Voilà. Bonjour Jessie. Rock dès le CM2, donc t-shirt de groupe de métal. Ouais, après ma mère est une ancienne punk et mon père était un ancien métalleux. Après j'ai eu un beau-père aussi ancien pseudo-goth et tout. Et ouais, dans un village où ils avaient pas du tout conscience que ce look-là existait. J'étais à peine rock, c'était jean bleu, chaussures compensées.
Et puis les t-shirts étaient provocants parce que c'était Marilyn Manson. Alors, à une époque où il faisait quand même les coups de tous les magazines pour les jeunes, mais dans ce pattern-là, ça passait pas, ils connaissaient pas. Et c'est même les adultes se foutaient de ma gueule, c'est tout le monde se foutait de ta gueule. Et ouais, c'est. On reviendra peut-être encore un peu plus dessus après un autre tour de table, mais. J'en veux à l'humanité en général. Ouais, effectivement, revenons dessus peut-être. Non, mais c'est certainement le truc où j'ai le plus de haine en moi, c'est sur comment on m'a fait regretter d'avoir osé m'habiller en noir, quoi. Et par contre, la famille, nickel. Ma mère, ça l'a saoulé au bout d'un moment parce que dans cette tête, c'était faut que jeunesse se fasse, et puis je crois que gothique, j'ai dû le garder jusqu'à 15-16 ans. Après, j'ai commencé à plus partir sur le grunge. Quand vous m'avez connu, j'étais grunge, je crois que c'était jean déchiré. Ouais, c'est ça. Mais non, gothique, harcèlement scolaire, après c'était gothique plus gros. Donc t'as les deux, parce que déjà quand t'es gros, tu te fais emmerder, mais gothique, dans un collège au milieu d'une cité, quand c'était vraiment la mode des cheveux courts pour tout le monde, et c'est tout le monde se fout de ta gueule, et Marilyn Manson, c'est vrai qu'ils s'enlevaient des codes pour sucer la bite, tout le monde m'appelait Marilyn Manson. Ouais. Donc ça c'était pas le pire, mais c'est déjà quand vraiment tout le monde, même les gens qui sont pas dans le bahut, même les adultes te font des signes de croix dans la rue, enfin adultes. Ouais, ok. Ils devaient avoir 30 ans à l'époque, les gens, je les voyais plus vieux, mais c'est vraiment le collège entier se fout de ta gueule, c'est 200 personnes se foutent de ta gueule et t'appellent par un surnom à la con. Ça reste chaud pour ce que ça te renvoie de ton image de toi et tout. Ouais, et c'est là-dessus qu'on reviendra plus tard, c'est comment du coup tu gères ton look plus tard. Mais je sais que de ça, tous les gens qui me parlent et au bout d'un moment qui font oh tiens, ça va pas les deux couleurs là ensemble, ça me rend fou parce que c'est genre on m'a cassé les couilles parce que j'étais gothique, moi j'aimais pas le look des mecs qui étaient grave streetwear à l'époque et les meufs c'était je sais même plus, c'était la mode des Longchamps et je sais plus quoi, et j'aimais pas les deux styles là, et j'ai jamais cassé les couilles aux gens avec votre look, je l'aime pas, quoi. Alors je l'aimais pas votre look, mais tout le monde s'habille comme il veut. Et c'est moi, on m'a fait regretter pendant des années juste de m'habiller en noir, et j'étais pas maquillé, j'avais les cheveux mi-longs, ça va, calmez-vous les gars, quoi. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais au-delà du poids de la famille et des parents, il y a évidemment le poids de la société en général, mais aussi de ton entourage de travail, de collège, de lycée, etc., qui a quand même vite un gros poids, que ce soit pour le poids justement, ou pour le style vestimentaire, pour les coupes de cheveux, pour tout. Et c'est vrai que je pense que Anthony, toi, est-ce que c'est quelque chose où on t'a pas mal embêté avec le fait que t'avais sur mon poids, en y réfléchissant un petit peu avant l'émission, finalement j'ai réalisé que j'avais eu davantage de remarques un peu acerbes du côté davantage de la famille que finalement des camarades de classe, etc. On m'a très peu emmerdé sur mon poids à l'école. Et j'ai plutôt eu de la chance, je pense. Mais c'était davantage les copines de la mère qui disent des trucs, et puis ça t'est rapporté de manière un peu indirecte. Et c'est davantage les adultes qui m'ont fait pas mal de mal là-dessus. En revanche, sur la fin collège, début lycée, j'ai eu une petite période. C'était pas gothique, moi c'était plus steampunk, avec les montres à gousset, les manteaux longs, etc. Mais ouais. Ça, c'était déjà je me faisais déjà un peu plus remarquer. Ouais. J'étais allé au mariage du fils de mon oncle comme ça, et j'étais la star. J'avais les cheveux longs comme ça, et en plus j'ai des cheveux un peu crépus, donc les cheveux longs comme ça fait Jackson 5, mais raté. Mais ça fait Jackson 5 un petit peu plus. Voilà. Le manteau à la Matrix plus le gilet par dessous en cuir, ça faisait un truc 3 pièces avec la montre à gousset qui dépassait. Et j'étais très fier de moi, un peu moins aujourd'hui quand j'y repense. Mais ouais, c'était à la fois l'extérieur et à la fois ma famille. Je pense que ma famille a plus pesé peut-être que l'extérieur à la rigueur. J'étais relativement imposant, on venait pas trop me chercher des noises, donc on me disait pas trop les choses en face. Peut-être qu'on me disait les choses par derrière, mais on me disait pas les choses en face. Par contre, on me les disait en face plutôt dans ma famille, quoi. Moi, la famille est trop mignon. Moi, je me souviens que j'étais parti en Haute-Savoie, et du côté de mon père, la famille est super chrétienne. On faisait Noël et je me dis putain, faut que je fasse gaffe de pas mettre. J'avais un t-shirt Marilyn Manson où derrière t'avais Jésus crucifié sur un pentagramme. Tu vois, quand même respect de la famille et tout. Et j'ai oublié de changer les t-shirts et tout le monde s'en battait les steaks. Et même la grand-mère, le grand-père, tout le monde était là, genre c'est le look. J'avais un cousin qui était passé aussi gothique pendant ce temps-là. Tout le monde s'en foutait totalement. C'est vraiment mais c'est là, ça va, là, ça va. Ils étaient pas. Enfin, le patelin où on était, ils étaient pas préparés à la mode gothique parce que, comme je leur dis, c'était métalleux plus que gothique, et eux c'était. Il n'y avait pas le reportage M6 encore qui diabolisait énormément cette mode. Mais non, c'était. Voilà, la mère de mon beau-père qui voulait m'emmener chez le psy, les profs aussi voulaient m'emmener chez le psy. Lié au look, mon premier jour d'école, j'avais changé de collège, j'avais fait sienne dans notre collège, donc j'arrive en 5ème dans ce collège-là qui est au milieu d'une cité, et impossible de trouver dans quelle classe je suis, je vais voir un prof, je fais oui, excusez-moi monsieur, je trouve pas la liste dans laquelle il y a mon nom. Il me regarde de la tête aux pieds, donc j'avais les boots et tout.
Il faut, tu dois être dans ma classe. Donc j'arrive dans sa classe et ils font l'appel, ils font oui, alors vous savez pourquoi vous êtes là, les SECPA c'est les gens en difficulté. Et je me dis merde, ma mère m'a foutu en SECPA, je savais même pas c'était quoi les SECPA, mais je me dis putain, je savais pas que je partais dans une classe en difficulté et tout. Et puis première récré, on part, voilà, bon je traîne avec les SECPA du coup, normal, bon, c'était ma classe, ils étaient plutôt gentils. Puis on revient, distribution du carnet de liaison, ah bah c'est bizarre, toi t'en as pas, bon on va aller voir, il demande à quelqu'un, et au milieu de la matinée, ah t'es pas du tout dans cette classe là quoi. Mais le gars m'a regardé, il a fait ok, lui avec son look de merde, il est forcément chez les SECPA quoi. Ce qui est très drôle si je peux me permettre, c'est le lien direct. Moi je sais, je voulais vivre ma meilleure vie de gothique en 5ème, même au lycée. Bah t'as bien fait d'éviter. Du coup, mais ouais, j'osais pas. Puis quand je faisais du shopping avec ma mère, quand j'allais vers des suites noires, bon, quand c'est safe, hein, les suites noires, bah, elle voulait pas. Ah ouais, quand même. Et je sais qu'au lycée, une meuf de notre classe en seconde, Audrey, m'avait filé une manchette en résille, mais j'étais là, waouh! Genre, je la mettais tous les jours, j'étais en mode, ouais! Je peux enfin vivre ma vie de gothique! Alors que bah non, c'était juste une manchette en résille, mais je suis en c'est fou! Ouais, mais ça reste violent si effectivement les parents essayent de beaucoup contrôler. C'est normal que derrière. Je sais que je voulais vraiment être gothique parce que bah, je disais nana et tout, je voulais avoir le manga et je voulais avoir ce look punk. Enfin, c'était mon grand rêve dans la vie. Et... ouais, non, mes parents, moi. Bah, surtout qu'en plus, c'est un truc assez intéressant. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi je trouve que effectivement, quand tu réussis à trouver un style dans lequel tu te sens bien et qui te correspond, ça peut quand même faire un boost un peu à ta confiance en toi et au fait de te sentir vraiment toi-même et tout ça. Et ça reste une étape assez intéressante de comment tu te construis. Et je trouve que interdire ça complètement, c'est compliqué quoi, parce que ça reste ça reste important pour la façon dont tu te construis, dont tu construis ton image par rapport aux autres, que ce soit plus ou moins classique, plus ou moins gothique, plus ou moins peu importe. Mais c'est vrai que moi je sais que ça, c'est un truc sur lequel je me suis pas mal un peu bridé quand je suis arrivé à l'âge un peu de mes premiers tafs et tout ça, où j'ai essayé d'avoir l'air le plus adulte possible, notamment parce que je travaillais aussi dans une école, donc avec des enfants, et que je voulais donner une image de moi assez professionnelle et puis adulte alors que j'étais quand même encore jeune. Et c'est vrai que du coup moi j'ai un peu boosté dans mes placards un espèce de style un peu pas trop spécial, un truc qui dérange pas trop, qui me vieillisse un peu pour que je fasse un peu adulte. Et c'était pas forcément le truc dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Et au final, c'est vrai que à l'heure actuelle maintenant, je recommence à m'acheter un petit peu des articles de fringues qui me correspondent un petit peu plus et qui ressemblent un peu plus à ce que je veux porter. Et je vois la différence en termes de comment ça me fait me sentir. Et je me sens beaucoup plus moi, même si techniquement, c'est pas forcément le truc qui passe le plus incognito ou qui est le mieux vu ou quoi que ce soit. C'est quand même là que je me sens mieux, quoi. Donc, je pense que ça peut vite avoir un impact. Ça booste la confiance en soi, hein. Moi, je suis à la pharmacie, j'ose pas trop, pareil, mettre des fringues un peu folles parce que je travaille avec des vieux, non, mais avec des vieux. Voilà. Non, mais c'est pas avec des vieux, mais t'as quand même une majorité de gens qui viennent pour leur ordonnance, qui sont pas trop jeunes. Je vais pas mettre des compensés ou des chaussures avec des pentacles et des belzébuth, quoi. Mais bien sûr. À mon plus grand dame, mais j'aimerais bien, mais t'es obligé d'être un minimum professionnel. C'est ça reste compliqué. Je sais que j'aurais pas de remarques de la part de ma patronne ou quoi, mais bon, je vais pas tenter de. J'ai pas envie que de donner cette image de la pharmacie, quoi, et c'est chiant parce que du coup, tu peux pas vivre ta meilleure vie, mais bon, après. Mais c'est vrai qu'il faut des fois suivre un peu un code d'habits selon là où tu travailles, selon. Je sais que. Pour les mecs, le code standard, c'est les cheveux courts et puis bien rasés, quoi. Moi, ma famille a été relativement casse-pied avec ça. Ouais. Et oui, quand tu vas au repas de famille en fin d'année pour Noël, c'est toujours bien rasé comme il faut. Et si jamais t'as un petit poil qui dépasse, le grand-père qui est là en mode. Il te touche comme ça, il te. Alors voilà. Voilà. Et il s'en va, quoi. Oui, c'est petite ambiance. Paradoxalement, durant mes 16-17 ans, c'est là où j'ai expérimenté le plus de choses. En termes de barbe, en termes de cheveux, en termes d'habits. Donc j'ai pas attendu d'être indépendant pour faire ça. Et ça fait partie des quelques années où les photos de famille sont bien cachées et ne sont montrées à personne parce que... oui, non, mais on me l'a dit très clairement, on a honte. On a honte. Wow, la vache, ouais, quand même. Violent, oui. Ouais. Mais ensuite, une fois que j'ai commencé à vivre un peu seul, je suis un peu moins foufou désormais. Hein. J'ai espèce de petit gilet à la Célio... très commun. J'essaie toujours des choses parfois avec la barbe, avec les cheveux, mais ça dure jamais très longtemps.
Et très vite, je rase et je reviens à un truc un peu court, un peu confortable. Faut dire que j'aime pas spécialement la texture de ma barbe ou de mes cheveux. C'est relativement hybride entre mi-crépus, mi-souple, et je sais pas tellement quoi faire avec. Enfin bref, voilà. Divin. Divin, voilà. J'ai mon plus grand fan ici. Enfin, toi, ce qui est assez marrant, c'est que alors ton style a pas mal évolué, vu que visiblement t'as un petit peu tenté des trucs un peu steampunk et tout ça, et que là t'es à quelque chose de plus classique. Mais surtout, ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que t'es quelqu'un pour qui les vêtements sont extrêmement peu nombreux. Enfin, t'as vraiment une garde-robe qui est extrêmement minimaliste, mais à un degré qui est presque étrange pour moi, quoi, parce que tu vas avoir un t-shirt, 2 polos, 1 ou 2 jeans grand maximum, et c'est tout, quoi. Ouais, je crois que je suis dans une phase un peu de ma vie où j'ai pas beaucoup envie, ni le temps, enfin si j'ai le temps, mais j'ai pas l'énergie ni l'envie de beaucoup me concentrer sur comment je m'habille, donc je préfère choisir des pièces, quelques pièces, je sais que ça va bien ensemble, et comme ça le matin je peux m'habiller sans y réfléchir si je veux. Et ça va vite et ça prend pas trop de place. Après, ça reste lassant. Toi, tu me vois au quotidien. Faut admettre que merde. Voilà, tu peux faire un effort. Hein, quand même. Non, mais enfin, c'est drôle parce que t'es quelqu'un qui aime des choses un petit peu plus originales que ce que tu portes. Oui. Parce que tu m'as déjà dit que t'aimais bien tel ou tel style, que tu trouves cool, je sais pas, les jupes longues sur les mecs, que tu trouves cool. Pas mal de bijoux, pas mal de trucs, et que au final j'aime énormément les styles dandy, voilà. Non mais oui, absolument, les espèces de motifs floraux, les choses un peu 3 pièces mais avec des couleurs des couleurs un peu bold, enfin bon, mais ouais, je sais pas, je pense qu'il y a des phases aussi où t'es plus ou moins prêt à investir de l'argent dans les vêtements. On n'a pas beaucoup d'espace aussi là où on vit, on n'a pas des grandes penderies ou quoi que ce soit, mais ouais. Vite, t'as envie de m'afficher? Non, mais du tout. Non, moi je voulais rebondir de base, je comptais même pas t'afficher, je comptais faire aucune remarque par rapport à toi. Non, c'est c'est pareil. J'en pense pas moi. Pareil. Mais non, c'était par rapport au temps. Et c'est vrai que genre juste bien se saper, ça prend 3 ans. Parce que même se maquiller, moi je sais j'aime bien me maquiller, là j'ai eu le temps, genre parce que on fait le podcast, je me suis un peu maquillée, pimpée. Mais en vrai, la semaine c'est vieux jeans et vieux pull, quoi, parce que flemme et. Enfin, je vais pas me lever 1 heure plus tôt pour me maquiller, me faire des coiffures folles, mais j'adore ça et ça booste la confiance en soi. Ouais, c'est un petit agencement à avoir, du temps que tu veux passer, du confort que tu vas avoir, parce que des fois les fringues que t'aimes visuellement sont pas forcément les plus confortables aussi. Un peu, ouais, à quel degré ça aide justement ta confiance en toi, à quel degré ma foi, se sentir bien dans du basique, c'est aussi bien pour la confiance en soi, parce que ça veut dire que tu te sens bien peu importe ce qu'il arrive au niveau de tes vêtements, ce qui est plutôt des bonnes choses. C'est le cas aussi du maquillage en soi, qui est c'est cool et ça permet de se pimper, et des fois ça fait plaisir et tout ça, mais ça peut aussi pour certaines personnes devenir des obligations où elles arrivent pas à sortir de chez elles sans mettre du maquillage, ou ça devient vite un espèce de truc dans lequel tu t'enfermes. Et c'est vrai que ça peut vite devenir dangereux aussi, enfin dangereux c'est peut-être un grand mot, mais le style et le maquillage et les coiffures et tout ça, et ça peut vite faire se sentir mal aussi, du coup, parce que t'arrives pas à un espèce d'idéal que tu t'es mis dans ton esprit et qui peut finalement être un peu se retourner contre toi. Moi, quand j'y pense, juste pour terminer sur le poids, une petite séquelle de mon surpoids que j'ai eu, c'est que désormais je m'habille uniquement avec des vêtements très serrés. Des choses c'est ce que j'ai là, qui serrent le poignet, qui serrent au niveau de la taille. C'est toujours des choses très près du corps, au niveau des manteaux, pareil au niveau des... Et cette année, pour la première fois depuis peut-être 15 ans, j'ai acheté sous ton impulsion, Raphaël, un pull. Genre un pullover. J'ai acheté ambiance ce qui se passe là. J'ai acheté un pullover pour l'hiver. Et c'est petite révolution. Et j'ai encore un peu de mal. Hein. Je le mets beaucoup en intérieur. J'ai du mal à sortir avec en extérieur. Mais c'est amusant. Mais ça traduit toute une psychologie, hein, de toute façon, les vêtements. Non, ouais. Pareil, moi j'ai que dalle de fringues dans l'armoire. Et on s'ennuie. Victor et moi on se fait chier, on vous le dit tout de suite. C'est pareil. Le seul truc où je culpabilise là-dessus, c'est pareil, c'est pour Vic, mais c'est du coup on m'a tellement fait chier avec mon look que je m'en fous comment je m'habille. Je me suis pas pesé depuis des années. Marrant, ça. Je sais même pas quelle taille je fais. Non mais sans déconner, je fais 1m80, un truc comme ça. Je sais pas si j'ai un reflet, je vais pas croiser un miroir depuis 30 ans. Et je connais. Alors, après je sais pas vous, mais j'ai pas conscience de ma tête non plus, parce que je me regarde pas dans le miroir. Moi je me regarde réellement pas dans le miroir. Je vais regarder des détails, genre quand j'ai mis la crème sur le nez, je regardais mon nez, mais je regarde pas ma tête. J'ai pris l'habitude de plus me regarder. Moi c'est même pas. Alors c'est un aveu de faiblesse au final, je pense, mais c'est mon image. Moi je l'ai effacée et je passe à autre chose en mode. Bon, de toute façon, on m'a toujours fait chier avec ça, j'oublie l'image, je m'en tape, quoi. Et je m'en tape de à quoi je ressemble. Et je peux sortir avec des chaussures déchirées où on voit, c'est horrible, hein.
Je sais que ça infecte ça. Et là, je suis habillé avec un bas de costard et un manche à col roulé, ça n'a aucun sens. Oh. Mais ça se fait. Il y a des hipsters qui ont lancé des modes avec mon style. Ouais, c'est clair. je sais, mais ouais, on m'a fait chier avec ça, maintenant je m'en fous, c'est du coup, de toute façon, on s'est toujours foutu de ma gueule au niveau de mon look, donc prenez les couilles maintenant. Mais est-ce que du coup, est-ce que je peux te poser une question, c'est à quel degré donc c'est un peu une obligation que tu t'es imposée toi-même parce que t'as pas envie de souffrir de ce point de vue-là, ou est-ce que c'est de toute façon une situation dans laquelle toi tu te sens bien et tu te sens toi-même et maintenant t'es assez un peu libéré de tout un tas de problématiques qui fait que maintenant tu te sens vraiment bien justement dans le fait de pas en avoir grand chose à faire et tout ça. Je me sens bien là-dessus, mais parce que c'est un aveu de faiblesse, et au bout d'un moment tu te forces à en avoir plus rien à foutre et tu gagnes par ça, donc c'est une victoire et défaite en même temps. Mais ça part d'une défaite, de se dire que bon, je vais arrêter de me regarder dans la glace et tout pour oublier ça. Et, Je sais pas, après, ça peut aussi être le résultat de se sentir tellement bien avec soi-même que t'as pas besoin de cette validation-là. Oui, non, bah après oui, c'est que moi je m'en fous de à quoi je ressemble, et là j'ai pas envie de me plaire spécialement. Donc, ça c'est autre chose encore. Je vais faire gaffe, pour au moins plaire à Victoria. Voilà, quand même, minimum. Mais ouais, non, je m'en tape, ça me saoule. Bien rasé. Au taf, je vais faire gaffe, j'ai toujours fait gaffe au taf. Quand Victoria m'a connu, j'avais déjà une bonne calvitie et j'avais les cheveux longs, quoi. Je mettais toujours un chapeau, mais ça faisait quand même que enlever le chapeau. Même Philippe Catherine, il fait pas ça. Moi, c'était vraiment chauve avec une couronne de cheveux longs. Ça a été quand même un gros complexe pour toi pendant longtemps, j'ai l'impression, le fait d'apprendre un peu à enlever justement ton chapeau quand il y avait des gens et tout ça. J'ai même pas pensé avant de faire l'épisode, mais oui, parce que ça c'est un de mes... Ah putain, mais qu'est-ce que j'en ai souffert de ça, c'est que moi j'ai été gros, j'ai maigri, j'ai perdu mes cheveux, quoi, sa mère. Mais en même temps... Ah sérieux, j'ai jamais pu passer un moment où je... Ça c'est ça aussi pourquoi j'aime pas mon image, c'est que j'ai jamais pu un moment me dire je suis dans ce que je veux, quoi. C'est que je voulais maigrir, j'ai maigri, j'adorais les cheveux longs, tout le monde cassait les couilles avec les cheveux longs. Et maintenant tout le monde a les cheveux longs, même les mecs de test, et moi je les ai perdus. Donc tout le monde se foutait de ma gueule, maintenant que tout le monde a les cheveux longs, moi j'en ai plus. Sa mère. Moi je sais que c'est l'inverse pour le coup de vous. Enfin moi je sais que alors c'est pas forcément bien non plus du tout, hein. Mais pour le coup moi mon image c'est une obsession, quoi. Enfin je passe ma vie à me regarder ma tronche dans le miroir, à me pointer tous mes défauts, à dire ça je déteste, ça passe, ça il faut régler, la coiffure là elle est pas bien, ça c'est des fringues de merde. Enfin moi c'est une obsession, dès qu'il y a une glace en face de moi ou quoi, je vais me regarder telle la pie. Enfin c'est vraiment oui, telle la pie. Moi je sais que ça c'est un gros souci. Alors bon c'est vrai que j'en ai pas trop parlé jusqu'ici. J'ai aussi un rapport au corps qui est un peu spécifique parce que du coup moi je suis trans, donc je suis née fille, et là je suis dans une transition de genre avec hormones etc. Vers du garçon, quoi. Enfin, et c'est vrai que forcément je suppose que ça en fait une obsession un peu, son image. Et du coup moi un peu lié, bien que c'est pas tout à fait le même sujet, mais à quel degré justement votre rapport à vous-même et à votre propre corps, ça a changé votre rapport au corps des autres et au fait par exemple d'aborder certains défauts ou certains détails, on va dire, corporels comme étant problématiques. Est-ce que par exemple le fait d'avoir eu un historique d'obésité, ça vous fait juger très rapidement le poids chez les autres? Est-ce que toutes ces choses-là ont eu un poids pour vous? Moi je pense que je suis dans ce cas-là, de l'ancien gros qui on veut pas y aller par quatre chemins. J'ai une grossophobie mal placée, et dont je ne suis absolument pas fier, et qui est presque indépendante de ma volonté parfois. Ouais. Mais ça, très vite, il y a une espèce de jugement toujours un peu en lol. Les gens dans la rue, les gens que je vois sur internet, etc. Et très vite, ça peut devenir la remarque qui est censée être marrante, mais qui n'est pas forcément. Beaucoup de choses comme ça, toi tu t'en aperçois davantage que moi, mais c'est devenu une espèce de sac à blague chez moi qui est un peu déplacé et qui traduit en soi l'impact que ça a eu sur moi quand même, mon surpoids. Mais je suis pour toi c'est j'ai l'impression sans forcément que tu le formalises comme ça dans ton esprit, mais l'espèce de défaut ultime, c'est ça, pour toi, parce que je pense que c'est quelque chose qui t'a fait beaucoup souffrir pour toi-même. C'est même devenu des espèces de blagues, genre c'est la dérision ultime, quoi. Genre quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave, il a sans doute été gros un jour, quoi. C'est très vite. Ouais. Voilà. Genre machin, il y a 3 personnes, il était gros. D'accord. Non, c'est vrai, mais ouais. Je vois à peu près le genre de blague, j'ai dû la faire celle-là aussi, et
Mais je suis moins, je suis pas, non, je m'en fous à peu près de. J'ai les extrêmes, je trouve vraiment très très obèse ou très très anorexique, mais je parle vraiment extrême, hein, les trucs que tu vois qu'une fois par an à la télé, quoi. Ouais. Mais je sais que mon meilleur ami Michael, du coup, lui, il était monté jusqu'aux 170 kilos. Et lui, il est comme toi, hein, lui, il a aussi une grossophobie mal placée, et beaucoup d'anciens obèses, ou même lui, pendant qu'il perdait du poids, il était là-dedans, et je me souviens que même quand il était à 170 kilos, il voyait des gros à la télé, il faisait les vannes. Hein. Ouais, je crois que c'est le phénomène de comme un ancien, quelqu'un de pauvre qui a réussi, qui est devenu riche, et qui méprise tous les autres, en disant... Ouais, moi j'ai réussi, voilà, je crois que c'est un peu la même chose, c'est l'ancien gros qui a réussi, et qui se dit, non, pourquoi pas vous, quoi. Puis je pense que ça te renvoie aussi à la souffrance que toi t'as vécue. Ouais. Et il y a un peu une vengeance, même si c'est pas comme ça dans ta tête, je pense, de se dire ah bah moi on m'a fait souffrir là-dessus, aussi il faut qu'il souffre un peu. Je pense que c'est ça. Après, quand j'y pense, j'ai vraiment jamais envie de me moquer sur les situations extrêmes, genre les situations d'anorexie ou de vraie grosse obésité. Ça s'y prête pas, j'ai jamais envie du tout. Bah non, parce que là il y a un danger pour la santé de la personne, y a un danger, ça qui est encore autre, quoi. Il y a immédiatement une empathie, quoi. Ça va être davantage sur des... Parfois les gens sont même pas... Des fois je dis un tel est gros alors que c'est une brindille, quoi. Ça a vraiment aucun sens maintenant. Moi en lié, enfin c'est pas lié, mais moi je sais que... Enfin j'ai pas tendance tellement à juger les apparences des autres. Je sais que je suis plus choqué par le comportement des gens, et c'est véritablement, ça peut paraître cliché, mais c'est véritablement ce que je vais voir en premier et ce qui va me choquer le plus. Si quelqu'un a un comportement malpoli par exemple, ou violent ou quoi. Et c'est vrai que je passe complètement à côté des fois de grosses caractéristiques physiques chez quelqu'un. Je vais même pas me souvenir si la personne était brune, blonde, peu importe. Parce que je vais juste voir moi l'attitude de la personne. Mais je sais qu'il y a un truc par contre qui me fait assez réagir rapidement et qui fait que j'ai absolument pas confiance d'emblée en quelqu'un. C'est les espèces de personnes qui sont habillées en mode gros homme d'affaires, costard, truc très ostentatoire, qui me fait me dire que j'ai pas confiance. Ce qui est stupide, évidemment, et qui, je pense, me renvoie juste à un rapport de classe, en fait. Et à un truc un peu, ça fait un peu prendre conscience de toi où t'en es, et du fait que, il y a des inégalités de classe et tout ça. Et je pense que c'est beaucoup lié à ça, mais je sais que moi, ça, c'est un truc qui m'est très antipathique, de façon assez directe chez les gens. Je sais pas si... Je me reconnais là-dedans. Ouais, totalement. Mais déjà, moi, après une personne... je vais trouver beau ou moche quelqu'un par rapport à sa personnalité, mais vraiment. Ouais, je suis assez d'accord. Genre Mickaël, justement, je parle de mon meilleur ami. Il faisait 170 kilos, il se trouvait gros. Je le trouvais même pas si gros que ça, et je le trouve magnifique, parce que je l'aime cette personne, et du coup... Et ma mère m'a éduqué comme ça, je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça, qu'on trouve les gens beaux quand on aime la personnalité. Bah, ce qui est vrai. Mais moi ça fonctionne comme ça, et oui, je regarde pas le physique. Je vous dire quelque chose en tout. Non, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. Ah merde, désolé. C'est rapide. Moi je trouve assez facilement tout le monde beau dans la rue en fait. J'ai vite envie d'aller dire aux gens toi t'es beau, ou j'aime bien ça, ou j'aime bien ça. Bon, j'ose pas, mais je sais que je trouve vraiment tout le monde beau, mais pareil, si les comportements sont chelous, je te rejoins là-dessus. C'est ça, ouais. Ça me dérange, je vais trouver la personne moche. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Après, niveau poids, je sais que je me compare par contre énormément. Mais genre vraiment, dès qu'il y a une meuf qui est un peu, ou même pas en surpoids, je vais dire oh la chance, elle est bien foutue, ou oh putain, je suis vachement grosse comparée à elle, ou oh putain, ça va, je suis bien comparée à elle. Enfin, ce qui est horrible dit comme ça, mais c'est instinctif maintenant, je peux pas m'empêcher de me comparer, que ce soit dans une série, dans la vraie vie ou quoi. Je vais devoir me comparer aux gens, c'est... je pense qu'on un peu moins, mais toujours un peu. Trop abordé ce sujet pour l'instant, mais c'est vrai qu'on est dans un monde, je pense, plus que jamais qui est saturé d'images, et notamment d'images des autres, d'images de soi aussi, mais d'images des autres, et je pense que c'est très compliqué à l'heure actuelle de ne pas se comparer, notamment avec les réseaux sociaux et le fait que t'as un petit carré de téléphone dans ta poche sur lequel il y a des images de gens du monde entier dessus, photoshopés ou pas d'ailleurs, qui sont magnifiques, ou qui ont des spécificités physiques incroyables. C'est ça, c'est que par définition, les gens qui s'affichent facilement, c'est qu'ils ont déjà un potentiel de départ en termes de beauté, en termes de vêtements, etc. Et c'est une espèce de cercle vicieux, quoi, finalement, que tu es entouré par des gens beaux partout, à la télé, sur ton téléphone, dans les films, dans les séries. Va tenir derrière psychiquement. Hein. Moi je le vois pas, et je me compare pas et je le vois pas. Mais parce que vraiment moi c'est que sentimental. Et là, pareil, ça va faire très con, hein. Mais comme vous êtes mes amis les plus proches, vraiment vous êtes dans le top 10 des personnes les plus belles sur Terre pour moi. Et Victoria, mais je sais que ça peut paraître très con, hein.
Mais je vous redis, pour moi, c'est la plus belle fille du monde. Et même, vous pouvez dire, oui, mais il y a Emma Watson. Non, je trouve que Victoria est plus belle qu'Emma Watson. Et vous êtes. J'aime beaucoup que ce soit Emma Watson directement. C'est un exemple de notre génération. Mais c'est vraiment un truc. Et très sincèrement, vous êtes je suis sûr, vous êtes dans le top 10, tous, des personnes les plus belles pour moi sur Terre. Et vous pouvez montrer des acteurs et tout. Mais c'est parce que je vous aime et que j'ai appris à vous connaître. Et je vous trouve tous magnifiques. C'est marrant, ça c'est Mais fou, c'est pas votre mode ou votre look, c'est parce que du coup, votre personnalité va avec votre physique et du coup je trouve ça magnifique, mais je vous trouve tous très beaux. Et c'est pas que personnalité, c'est du coup votre physique, je le trouve magnifique. Je vous trouve tous très beaux comme vous êtes. Alors je suis d'accord que moi effectivement quand j'apprécie quelqu'un et que voilà on est dans un cercle d'amis ou quoi, de toute façon l'aura que me dégage la personne en termes d'émotion et enfin voilà d'amitié, d'amour ou quoi que ce soit, va faire que de toute façon je vais trouver la personne belle. En revanche ça m'empêche pas forcément de me comparer à des gens que je ne connais pas sur les réseaux sociaux et c'est vrai que pour le coup... Enfin ouais, moi j'en souffre assez quoi du fait de me comparer quoi et je pense que bah oui c'est aussi pour ça que bah je passe 3 plombes devant le miroir à regarder tous mes défauts parce que t'as une espèce d'image idéale en tête et c'est vrai que moi encore plus peut-être curieux j'en sais rien mais j'ai tendance même à me comparer à moi-même enfin à me comparer à certaines photos que j'ai de moi et me dire ah bah là je suis plus beau que là ce que je suis maintenant parce que bah là j'ai pris du poids, là j'ai ceci, là j'ai cela. Et c'est vrai que, enfin ouais, moi j'ai quand même une grosse tendance à me comparer quoi. Et moi je suis là pour te rassurer. Voilà. Charlotte, je ne sais pas si, parce que je te vois en train de dessiner dans ton coin, mais est-ce que toi c'est un truc pour toi les réseaux, est-ce que c'est un poids, est-ce que c'est une difficulté Moi, comme j'ai toujours pensé et qu'on me l'a plutôt plus ou moins dit que j'étais moche. Ah ouais, sérieux, ok, d'accord. Violent, d'accord. Je te le dis, sincèrement, t'es dans le top 10 des personnes sur le... Non, mais même si je le pense plus maintenant, mais typiquement au collège, j'avais la tronche de Ugly Betty, qui est une série de merde. Oh, c'est vieux ça. C'est très vieux. Ah, je détestais cette série. Et j'avais la même tronche, j'avais les cheveux énormes, j'avais les lunettes, j'avais pas les bacs, c'est déjà ça. Et on se foutait un peu de ma gueule au collège, c'était pas violent, mais voilà, on me faisait comprendre que j'étais pas très belle, j'avais mes grosses souliers, j'étais timide, enfermée, tout ce que tu veux, donc voilà. Et je regardais aussi des fois des trucs de relooking avec ma mère, elle était en mode faudrait qu'on t'emmène là-bas. Ah ouais, ouais, effectivement. Mais du coup, avec ça, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de poster d'images de moi sur les réseaux parce que j'ai l'impression qu'on va me dire mais pour qui tu te prends ? Enfin, tu t'es vu, t'es pas incroyable. Enfin, pourquoi t'aurais le droit de poster des images ? Ce qui est triste parce que je trouve que le fait, enfin, déjà il y a pas un droit à obtenir, mais évidemment, mais je trouve qu'en plus, enfin chaque personne, bon c'est super cliché, mais enfin chaque personne évidemment est unique et il y a pas, enfin. J'ai pas l'impression, moi, par exemple, que c'est un truc qui me pose problème de poster forcément des images de moi si je me trouve bien dessus personnellement, parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose où il faut forcément justement obtenir un droit et où c'est, enfin ouais, où c'est un si gros truc, mais c'est assez intéressant. Ouais, mais c'est presque un syndrome de l'imposteur pour mon image aussi, où je suis pas assez bien pour ça. Je sais que quand on était au collège, il y a Facebook qui a commencé à arriver. Et genre en 6ème ça commençait, en 3ème par exemple tout le monde l'avait. Et moi j'ai attendu super longtemps pour l'avoir parce que je savais aussi que si je commençais à mettre mes images sur les réseaux, c'était aussi une occasion en plus de mettre mon image et de ma gueule, donc je voulais pas la mettre et du coup maintenant j'ai l'impression que j'ai juste pas le droit parce que... J'ai eu ce problème aussi tu vois, et seulement depuis 1 mois ou 2 je commence à poster des photos de ma tronche. La première c'était une pas maquillée justement parce que je me suis dit au moins si la première je me trouve pas forcément ultra belle, bah, ça me laisse de la marge, tu vois. Et franchement, pour l'acceptation de soi, ça m'aide pas mal parce que j'ai eu que des bons retours derrière. Genre, après, j'avais mis un petit pavé, genre, oh là là, j'assume ma tête pour la confiance en soi, et j'ai eu des bons retours. Et en vrai, ça fait du bien, mais ça m'a fait penser ce que tu disais par rapport à Facebook, que oui, moi j'ai eu Facebook très tôt parce que ma pote l'avait fait, et on avait posté des photos de ma gueule, puis après j'ai changé de collège, et là on s'est foutu de ma gueule par rapport à ces photos, beaucoup. Et du coup, oui, c'est le retour de bâton de poster sa gueule, mais après, je pense qu'il n'y a pas de légitimité vraiment. Ouais, mais il y a aussi une impression où t'as pas, dans la société dans laquelle on vit, on n'a pas le droit de s'aimer aussi. Et si tu commences à poster des photos de toi, t'as un peu cette impression où les gens vont te dire mais t'es narcissique, pourquoi tu t'aimes, t'as pas le droit. Alors ça je trouve que c'est pas forcément vrai, je trouve qu'à l'heure actuelle on est plus justement dans une société du paraître énormément. Et je pense que c'est la façon dont tu le vis parce que peut-être voilà il y a une histoire aussi de confiance mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse et à l'heure actuelle c'est très encensé que de se montrer beaucoup plus que pour la génération de nos parents
où effectivement c'est un peu moins sensé pour eux que de mettre sa tête sur internet, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle j'ai l'impression que c'est quelque chose de presque naturel, notamment pour les générations encore plus jeunes que nous, je pense. D'autant que maintenant t'as les outils pour corriger ce qui va pas sur ta tête. C'est ça aussi, et puis t'as des outils pour te prendre en photo facilement. On est aussi une génération où prendre des photos ne coûte pas d'argent, enfin une fois que t'as un téléphone ou une webcam sur un ordi ou quoi, on n'est pas dans un délire où il va falloir faire développer des photos, où c'est tout un truc de faire des photos. Donc c'est simple. Et enfin, ouais, je pense que ça joue pas mal en soi pour la confiance en soi. Il y a aussi des côtés bâtards de ça, parce qu'effectivement, comme tu dis, Anto, il y a la possibilité de mettre des filtres, de mettre des trucs qui modifient complètement ton visage, et où toi-même tu te déshabitues de ton propre visage, ce qui est pas forcément bien. Aujourd'hui, tu as toute une clientèle qui va vers les chirurgiens esthétiques et qui se pointe simplement avec des selfies d'eux-mêmes, avec filtre, avec correction, en disant « je ressemblais à ça ». Les filtres TikTok sont vraiment flippants pour ça, et c'est flippant de se dire que les gamines de des générations d'en dessous se visualisent que comme ça, et comme du coup après quand elles vont se regarder dans le miroir, elles vont obligatoirement se trouver moches parce qu'elles se sont appris à s'aimer avec des filtres et du paraître, et ça c'est très compliqué. Je pense que la même problématique existe pour ce qui va être maquillage, etc., aussi, qui peut tout à fait être un outil d'acceptation de soi et de self-care et de tout ça, mais ça peut aussi être un truc effectivement où tu t'habitues tellement, c'est ce qu'on disait, que enfin voilà, c'est impossible de vivre sans. Et enfin, ouais, moi je sais que c'est un truc auquel j'ai dû un peu me déshabituer, où à un moment donné, bon, il faut dire que j'étais pas du tout bien aussi avec mon image personnelle et notamment mon image de genre, et où moi j'avais vraiment essayé d'aller à fond dans quelque chose de tellement féminin que justement c'était vraiment. Enfin, je le ressentais un peu comme du théâtre, et je mettais du maquillage chaque fois que je sortais de ça parce que j'arrivais pas à sortir sans, et je me disais bah non, parce qu'il faut être genre un peu justement une meuf et en mode parfait et en mode c'est ça que c'est d'être une meuf, et du coup bah je vais le faire à fond puisque de toute façon bah je me sens pas bien, donc je vais m'obliger à faire ça, au moins je serai accepté. Et c'est vrai que enfin c'est évidemment que là-dedans il y a aussi un rapport au genre et tout ça, mais même en termes de maquillage, je sais que c'était devenu une prison un peu. Donc je suis très content d'avoir réussi quand même à me libérer, et où ouais, je vois que maintenant bah je mets plus de maquillage du tout, et que si j'avais envie d'en mettre à un moment donné, ça me ferait plaisir de pouvoir le vivre un peu comme une décoration, mais j'ai surtout pas envie que ça redevienne une nécessité, quoi, parce que je trouve ça hyper violent, quoi. Pour les garçons, un équivalent un peu du maquillage, et j'ai l'impression qu'il est perçu, qui est pas perçu comme tel pour les concernés, mais en soi c'est la même chose, c'est la barbe. La barbe, t'as beaucoup d'adolescents, je veux dire, qui ont qu'une envie, c'est d'avoir d'avoir plus cette espèce de duvet là, de merde qu'on trouve tous ridicule passé la vingtaine, mais c'est vraiment d'avoir la barbe la plus dense possible, etc. En soi, c'est une vraie forme de maquillage aussi masculin. Il y a tout un business de crème, de trucs plutôt toxiques d'ailleurs, pour se faire pousser la barbe et développer une espèce de pilosité d'ailleurs qui est un peu zarbe, c'est une espèce de poil tout fin qui pousse là où il faudrait pas. Parce que c'est la mode de la barbe, mais il y a un moment où plus personne n'avait la barbe, hein. Il y a eu un moment où il fallait que tout le monde devait être rasé, hein. Et là c'était toutes les modes, tous les looks, tous les âges, hein. Il y a un moment où la barbe fallait pas, hein. Bien sûr. Je crois que plus ou moins tout le XXe siècle, j'ai l'impression que c'était globalement un père, et c'est pour ça nos grands-pères, t'as trois poils de barbe, c'est... le grand-père de Vic, à chaque fois il est un peu choqué quand j'arrive avec ma grosse barbe. Alors que c'est vrai qu'actuellement, enfin, oui, il y a un peu, c'est même à la mode, quoi, c'est un peu une mode hipster, même des très grosses barbes, ça avec beaucoup de soins, avec beaucoup de trucs. Mais c'est vrai que c'est un truc dans lequel tu peux aussi te cacher à un certain degré. Ça peut être tout à fait un outil de dissimulation. Et je sais que quand j'ai des périodes où je suis en mode reboot, hein, j'ai envie de changer des choses dans ma vie, etc. Et on repart sur le bon pied en mode 2021, nouvelle résolution. J'ai très vite vite fait de me raser intégralement en mode je me mets à nu, et c'est une espèce de forme d'honnêteté envers soi, envers les autres. C'est particulier, hein, comme manière de vivre, hein, comme manière de vivre la chose. Mais ouais, je suis assez ambivalent avec ça. Je le perçois vraiment comme une forme de maquillage. Moi, c'est pas tant la barbe, c'est les poils en général chez les hommes. C'est que la barbe, ça va, mais alors par contre, genre moi, je suis poilu de partout, et ça, j'ai une gêne là-dessus. Après, c'est que c'est trop chiant de s'épiler en total et tout, mais beaucoup avoir traîné avec des filles qui parlaient de leurs histoires de copains et tout, et c'est genre, oh là là, moi, un mec poilu sur le torse, c'est impossible, et tout. Les poils les poils sur le torse, c'est pas un truc très à la mode. D'accord. J'ai jamais senti que ça, il y avait une ouverture. Mais pour revenir sur le truc, à un moment, quand on évoquait la chirurgie esthétique, je pense que ça, par contre, il faut totalement enterrer l'idée. Il y a un moment où ça va être super
facile. C'est dans l'évolution humaine, je pense que ça va. Ouais, il y aura peut-être un moment où on va avoir une décennie de mode d'acceptation. Moi, je vois bien arriver, peut-être pas une décennie, mais peut-être 5 ans, où il va y avoir une mode de totalement sans filtre, après avoir bouffé des générations de réseaux et tout, où même tu mets pas de fond de teint sur tes boutons, un truc d'acceptation 100%, mais que dans tous les cas, au final, à un moment, la chirurgie esthétique, ça va être très bien développé, même pour les implants capillaires et tout. Hein. Mais je pense qu'à un moment, quand la technologie va évoluer et les mœurs au niveau de l'image vont aller d'une façon à ce que les gens vont se refaire la gueule très facilement. Je regarde la Corée, je me comprends je pense qu'on va là-dessus. Totalement accepté, quoi. Oui, et je pense pas qu'à un moment, des pays vont se dire oh non, les vieux vont se dire oh non, puis les vieux vont mourir, et puis voilà. Mais, ok. Non, mais comme en autre sujet, mais par exemple le jeu vidéo où t'as encore énormément d'adultes qui comprennent pas le concept. Et si j'étais vieux, peut-être que je comprendrais pas le concept de ce truc-là. Je pense que, il y aura à mon avis, il y a déjà en fait un peu de tout et son inverse parce qu'on est quand même déjà dans une société où il y a de plus en plus de mouvements de body positivity, de trucs du genre, même sur les réseaux et tout ça, de personnes qui justement s'affichent de façon plus décomplexée que ce qu'on pouvait le faire à une certaine époque, que ce soit au niveau du poids, de la pilosité, des codes de genre, de plein de choses. Et c'est bénéfique, mais ça a aussi... ça a aussi ses autres penchants en soi, et il y a quand même, ce que tu dis, Charlotte, en Corée du Sud par exemple, une installation de la chirurgie esthétique comme étant un truc de plus en plus normalisé, même chez les populations jeunes, alors que c'est vrai qu'on a l'idée un peu de la chirurgie esthétique comme étant un truc qui est plus pour se rajeunir, du botox, de ces trucs-là, alors que maintenant, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça peut devenir un outil accessible de plus en plus à tous dans une société qui, effectivement, où le paraître et l'image a de plus en plus de place, quoi. D'autant que excuse-moi, je te laisse parler ensuite, d'autant que notamment, je pense aux Instagrammeuses, qui ont choisi le créneau de la body positivity et choisissent de pas mettre de maquillage, etc. On reste quand même sur une mise en scène. Voilà. Il y a toujours une jolie lumière, un joli cadre, ce qui fait que parfois, je suppose que chez certaines personnes, ça a un effet encore pire. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui reste magnifique, même s'il n'y a pas de maquillage. Bon, là, c'est la double peine, quoi. Même sans maquillage, ça ressemble à ça. C'est ça, parce que la body possible, j'arrive pas à le dire, mais voilà. C'est un truc de gens qui sont quand même catégorisés beaux ou qui vont être quand même souvent maquillés quand même, et des fois, de temps en temps, faire un truc comme ça. Genre, regardez, là, je me montre au naturel, mais généralement, il y a très très peu de gens qui se montrent au naturel, et il y a la catégorie, t'as des gens qui sont considérés comme moches et qui le seront tout le temps, et les gens qui sont considérés comme beaux, mais TikTok, moi, je sais que quand j'ai connu TikTok, c'était, je sais pas si on peut parler de mèmes sur TikTok, c'est pas vraiment, ça vient pas de la même éthique. Ouais, si, c'est à peu près des mêmes TikTok, mais le truc où les gens se montraient moches, et ils faisaient des grimaces et tout, et t'as une musique, et quand la musique démarre, tu sais, ils mettent genre un foulard qui passe devant, et là ils sont archi maquillés, et puis ils ont un regard condescendant de j'ai bien confiance en moi, maintenant je suis en mode maquillé. Ça, mais en fait, j'ai de la haine pour plusieurs trucs. Je reviens sur pour tout, finalement. Ouais, non. Et ça, voilà, et c'est des gens, ils vont faire regardez, je me montre 2 secondes au naturel, mais quand même, en vrai, je ressemble à ça. C'est forcément un truc à naviguer aussi, le fait de comment t'existes au naturel, à quel degré aussi c'est quelque chose que de toute façon qui est montrable entre guillemets, au-delà du fait que tu sois à l'aise ou pas avec toi-même, à un certain degré, c'est aussi un jardin secret que de ne pas vouloir se montrer à nu, avec tous ses défauts et tout ça. C'est normal, je veux dire, c'est aussi ce qu'on disait dans le fait que quand t'arrives dans le monde du travail, il faut avoir l'air professionnel, il faut avoir l'air propre sur toi et tout. Il y a aussi un lien avec ça où quand tu te présentes à quelqu'un, forcément à un certain degré que t'as envie de te présenter un peu du mieux que tu peux, c'est normal aussi, quoi. Mais ouais, ça peut vite être un poids, quoi, que les réseaux, j'ai l'impression, autant que pouvaient être les magazines pour nos parents peut-être, mais c'est peut-être plus accessible, il y a peut-être un peu plus tout le monde, il y a plus de filtres, et puis ouais, même c'est ce que tu dis, Jessie, même certains mouvements de body positivity sont pas forcément que bénéfiques, effectivement, et ils ont des travers, et voilà, quoi, ça reste... ça reste un rapport compliqué. Ouais, en plus, ça, je le mets pas sur le dos des réseaux sociaux, je le mets sur le dos de tout, parce que moi, je sais que j'avais toujours ragé sur les films, où tous les films en général, les héros sont toujours beaux. Autant on va dire, voilà, il y a le whitewashing et tout, mais dans tous les cas, il y a critères de beauté au minimum. Bien sûr. Et que ce soit comédie, romantique ou film d'action, dans tout, le héros est forcément beau et va choper la fille forcément belle. Et à côté, par contre, le sidekick, lui est pas très beau, et le sidekick va finir avec une autre fille pas très belle qui est un peu sidekick aussi.
Mais c'est tout le temps, toutes les comédies romantiques. Et souvent, hein, tu voyais des comédies romantiques où il y avait une super alchimie entre l'héroïne et son pote. Mais non, elle va finir avec le footballeur américain. Là, je prends en comédie à l'américaine. Hein. Mais elle va finir quand même avec le mec beau. Et le copain marrant qui est plutôt fun et qui est là pour faire le mot va finir avec une. Après, je trouve le couple là est plus intéressant hein, parce que ils ont l'air de beaucoup se marrer tout ensemble. Mais après, il y a pas que ça. Hein. Kim Possible. Pour ceux que ça parle encore, elle finit avec son meilleur pote qui est clairement pas dans les critères de beauté. Elle finit avec ce mec-là. Hein, donc il y a eu des contre-courants, mais majoritairement dans les films depuis la nuit des temps, le héros est beau, finit avec une fille belle, et les sidekicks à côté, eux ont le droit au physique un peu disgracieux, à être un peu balourd, et auront le droit à leur romance, mais leur romance avec quelqu'un dans la même catégorie de beauté. Et les héroïnes ont toujours le même type de beauté d'ailleurs. Autant chez les hommes, il y a une certaine... C'est l'inégalité entre les hommes et les femmes là-dessus. Tu peux regarder les figures de beauté masculine dans les années 50. En France, chez nous, ça va être les Gabins, les Delon, les Belmondo. On est parfois sur des gueules pas forcément belles, qu'on appellerait belles aujourd'hui, avec certaines imperfections. On appelle les gueules d'acteurs. Ouais, c'est ça, absolument. Ça n'existe pas chez les meufs, effectivement. Mais chez les meufs, voilà, tu as les Nathalie Baye, les Catherine Deneuve, ou aujourd'hui les belles actrices qu'on a, c'est pareil, quoi. On reste sur le même physique, la même symétrie, la même blonde. Ouais, ça va être le cas de toute façon de tous les médias que de vouloir montrer du parfait, du beau. Il y a aussi évidemment un côté un peu normal, entre guillemets, que de vouloir faire rêver les gens, de leur montrer du sensationnel sur tous les points, c'est-à-dire aussi du beau, du parfait, voilà, quelque chose qui est différent de la vie normale, entre guillemets. Mais c'est vrai que la représentation dans les médias de tout genre, de différentes formes de corps, de différentes formes de féminité, même de masculinité, ça n'existe pas, quoi. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais très rapidement de Ugly Betty, qui était une série, je sais même plus si ça était bien, mais directement, on te dit que ce genre de personne qui ressemble à ça, c'est dégueulasse, c'est moche, et pour que ce soit quelqu'un de mieux, c'est pas juste sa personnalité qu'il va falloir changer, c'est son apparence en fait. Ouais. Et quand elle ressemblera à tout le monde, à toutes les autres meufs qui ressemblent à tout le monde, là c'est bon, là t'es bien. Avant, t'as peut-être une personnalité sympa, mais ça va pas suffire, quoi. Et ils en ont fait d'autres séries dans le genre là, parce que ça a été la mode avec Betty. Et à chaque fois, l'actrice était une actrice super belle, parce que pour le dernier épisode, il fallait que la fille moche, le crapaud se transforme en princesse, quoi. Et j'ai aussi une grosse rage. Toutes les séries de ce style et de ce film, on dit à chaque fois, quand t'enlèves tes lunettes, tu seras magnifique. J'ai testé, je viens d'avoir des lentilles, ça change pas grand chose. Non mais oui, effectivement l'espèce de trope un peu de relooking extrême, et comme tu dis Jess, de la fille qui de base est une actrice magnifique à qui ils ont juste foutu des grosses bagues et des lunettes en mode oh regardez, ça c'est être moche mais à la fin elle sera belle. C'est vraiment un truc qui est hyper violent, qui est un petit peu moins, j'ai l'impression, à la mode maintenant, qui est peut-être plus notre génération que la génération actuelle, mais je me trompe peut-être. Moi j'ai pas l'impression. Après je sais pas, parce que j'ai pas regardé assez d'un bon oeil, mais même... Alors c'est encore vieux maintenant, mais c'est moins vieux que Glee Betty. Même quand je regarde Glee, j'ai l'impression qu'au final, à un moment, le nerd, il va falloir se calmer. Et puis regarde, mais cette écharpe-là, elle va mieux. Et puis le petit jean là, ça va bien. Et tu vois maintenant, et puis tiens, t'as chopé une fille. Je pense qu'il y a quand même un truc de... Alors que t'as pas besoin de ça. Il y a en plus, j'ai l'impression, un truc qui arrive très souvent dans les médias, notamment les films, les séries et ça, qui est assez violent, je trouve, pour les jeunes, c'est que souvent les adolescents ou les préadolescents vont être joués par des adultes, de jeunes adultes, qu'ils habillent un peu pour faire jeunes, mais des adultes, et du coup des gens qui ne sont pas en plein milieu de leur adolescence ou de leur préadolescence, avec tous les problèmes que ça cause, l'acné, des têtes un peu d'entre-deux, des voix fluctuantes, de la voix, etc. Et donc on est sur des gens qui sont des adultes magnifiques, des grands acteurs, etc. Et ils vont jouer des gens auxquels toi t'es censé t'identifier en tant que préado ou adolescent, alors que c'est impossible. C'est des gens qui sont complètement hors de ta portée, et c'est normal, ton corps est en plein changement, en pleine puberté, quoi. Zac Efron, High School Musical le représente. Mais ça, on l'a pas trop en France. En France, sur certaines séries d'ados, ils mettent quand même des vrais adolescents. C'est peut-être aussi, on n'a pas le même droit, et je me demande si c'est peut-être pas plus chaud aux US de faire jouer des ados, je sais pas. Je me rends pas compte. Parce qu'au final, je préfère quand même au niveau du scénario, les comédies d'ados américaines que les comédies françaises, mais en France, au moins... C'est vrai qu'ils prennent parfois des vrais ados, et je vois plus des acteurs qui ont justement, comme tu dis Anto, le fameux duvet dans des productions françaises, car j'en ai aucune... si, un petit peu la mode au début de Michael Cera, donc les films Juno et compagnie, Superbad, où là, c'était peut-être des ados avec des vraies têtes d'ados, mais c'est quand même rarissime. Majoritairement, c'est du Zac Efron. Mais ouais, non, ça reste un challenge de se sentir représenté, je pense. De toute façon, quand t'es une minorité, mais de toute façon, sans parler de minorité, c'est vrai que, ça représente des corps
bien spécifiques, avec des canons de beauté extrêmement spécifiques, et du coup on t'apprend que c'est à ça qu'il faut ressembler, quoi. Pour beaucoup de gens, accéder à ce type de corps, ça implique souvent de la chirurgie esthétique, ce genre de truc, quoi. Est-ce que du coup vous, à un certain degré, ces espèces de codes un peu parfaits de ce à quoi est censé ressembler une femme, un homme, etc., est-ce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup impacté pour certaines choses? Je pense notamment, effectivement, Jessie, t'avais commencé à aborder un peu le souci de la pilosité. C'est encore plus un poids, j'ai l'impression, chez les femmes que la pilosité, de devoir absolument s'épiler. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous a beaucoup impacté? Le poil est lié à l'hygiène, donc je crois qu'il y a aussi la barrière un peu de l'hygiène. C'est souvent les gens le mettent au niveau de l'hygiène, comme les ongles longs chez un homme. Ce qui, au demeurant, est complètement stupide, parce que si c'était vraiment au niveau de l'hygiène, on demanderait aussi aux hommes de se raser les aisselles, ce qu'on ne demande pas et qu'on demande essentiellement aux femmes quand même. Même scientifiquement, je trouve que c'est une aberration. Ça permet de conserver une certaine flore qui sert de barrière. Ouais, moi je sais que je suis vite une nazie dessus. Enfin, mes sourcils, s'il y a un poil de travers, ça va me stresser. La dernière fois, j'ai mis ce pantalon qui est à un 3/4, non? Je sais pas comment on appelle ça, mais tu vois un peu les chevilles. J'ai juste rasé les chevilles parce que voilà, et vite, non, je peux pas sortir sans être épilé. J'ai jamais laissé pousser les poils sous les bras, j'ai jamais vu mes poils sous les bras. D'accord. J'étais arrivée à m'en détacher pendant quand j'étais en Finlande et on est rentré, ça prenait du temps, on était en bus, bon, t'as pas le temps de t'épiler. Et j'étais contente, j'arrivais à aller à la plage avec mes jambes pas rasées et tout, et c'était vraiment une étape. Clairement. Et j'ai pas revu ma mère depuis 6 mois, et la première remarque, j'exagère pas, la tête de me dire bonjour, c'était « mais faut s'épiler ». Alors, donc, bonjour maman. Bon déjà, mais t'as vraiment ce poids de la société où si t'es une meuf, si tu ressens pas ça, si t'es pas épilée, si t'as pas les cheveux longs, si t'as pas assez de poitrine, t'es pas rentré dans les canons de beauté et ça va pas. Et puis ce qui est très dur, c'est qu'effectivement c'est un peu toute la problématique du sexisme intériorisé, mais souvent les premières personnes à faire ces réflexions vont être des femmes. Et notamment la figure maternelle un peu. Moi c'est vrai que c'est une réflexion que ma mère m'a aussi beaucoup fait quand j'ai grandi de ça. C'est oh là là, mais tu vas pas mettre un short, tu vas pas mettre ça, faut s'épiler, c'est moche, et même, quand de temps en temps, justement, c'est un truc que j'essayais d'assumer un peu et tout ça, ça a vite été des réflexions de ah, mais non, quand même, c'est pas très beau comme ça, quoi, t'es sûr? Et je pense que ça part pas d'un mauvais sentiment, ça part de il faut se soigner, il faut, je veux que tu sois au mieux de ce que tu peux être. Et elle-même, c'est quelque chose qu'elle s'impose, mais c'est vrai que moi je vois ma mère actuellement, on est sur quelqu'un qui a naturellement une pilosité très 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 faible et qui malgré tout va passer des plombes à essayer de trouver le moindre poil ou quoi à épiler, parce que surtout il faut qu'il y en ait pas du tout, et moi je trouve que c'est dingue, quoi. C'est pareil, pas sur la pilosité, ma mère fait 45 kilos pour 1m60 ou 1m un peu moins, mais bon, je suis sûre son IMC elle est considérée en dessous, elle fait des régimes tout le temps, elle se considère jamais assez fine, alors qu'elle a pas un pet de gras, et tu sens qu'il y a un poids de la société où si je corresponds pas à cette image, ça va pas, et t'arrives pas à te sentir bien dans ton cœur à cause de ça, quoi. Ça nous fait un peu, effectivement, dériver vers des questions un peu que je voulais vous faire aborder, qui étaient celle justement du genre un peu, et du poids justement de ce que ça peut être en termes de corps, de ce qui est considéré comme la masculinité parfaite, la féminité parfaite. C'est un peu ce dont on a commencé à parler avec les poils, etc. Moi, c'est plus l'attitude où j'en reviens. Moi, c'est beaucoup foutu de ma gueule aussi. Même mon beau-père, mais il l'a fait maladroitement. Mais le fait que je croise beaucoup les jambes. Donc pendant un moment, j'ai essayé de pas du tout croiser les jambes. Du coup, de faire ce qu'on appelle dans le bus, c'est le truc qu'il fallait pas faire, d'écarter les jambes. J'ai jamais fait. Ouais, le manspreading. J'ai jamais fait dans le bus, parce que j'ai toujours été quand même poli. Mais je sais qu'à un moment je me disais merde, il faut du coup avoir les jambes super écartées quand t'es un mec, parce que jambes croisées. Ça, chez mon père, il faisait la réflexion à mon frère aussi, genre. De pas croiser les jambes. Ouais. Bon, maintenant je le refais, je m'en fous, j'ai réussi à repasser outre. Mais pendant un moment j'ai essayé de pas du tout croiser les jambes. Pareil, d'avoir le bras qui pend, alors ça va pas du tout, je sais pas si quelqu'un arriverait à imaginer le truc. Un peu le T-Rex dans l'idée, genre. Comme ça, un peu. Ouais, voilà. J'ai pas la main trop d'accord, ouais. C'est un truc très féminin. Dès que t'es un petit peu délicat, où t'as les membres un peu ballants, où y a pas une rigidité du corps, quoi, et soudainement, oui. Mais je vois très bien ce que ça veut dire. À l'inverse, c'est un truc qu'on impose aussi et qu'on fait quand même pas mal comme réflexion aux femmes, que de faut pas s'asseoir comme ça, c'est pas féminin, faut pas avoir telle ou telle attitude, c'est pas féminin. Notre enfance soit féminine. Je sais que, moi, c'est des réflexions qu'on m'a beaucoup fait quand j'étais jeune, de faut pas s'asseoir comme ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Pas forcément les parents, mais tout le monde, en fait, la société entière te martèle un peu de ces trucs là, quoi. C'est chiant.
C'est un bon résumé pour ce podcast. Tu sais, moi, quand j'étais gamine, j'adorais me balader torse-poil. C'était mon gros kiff dans la vie, c'était agréable, il faisait chaud. C'est agréable. Très Ouais, voilà. Et tout le temps, ma mère me disait, oh, tu verras, bientôt, tu pourras plus porter. Enfin, tu faudra que tu portes un t-shirt et tout. Je suis bah non. Jamais. Puis en fait, bah si, à un moment, j'ai dû le faire. Je suis fait chier. Pourquoi moi et pas mon frère? Enfin, le moment où j'ai dû commencer à mettre un soutif ou le maillot de piège, j'ai déjà, mais pourquoi c'est pas juste? Enfin, j'avais pas c'est tout, et ouais. Parce que le corps de la femme est sexualisé à plus d'endroits que le corps des hommes. Ouais, c'est vraiment une injustice, le fait que, enfin voilà, être torse nu quand t'es un mec, t'as le droit, même parfois en ville, tu peux en croiser l'été quand il fait très chaud. C'est légal. Ce qui est complètement inadmissible, je trouve ça inadmissible. Mais enfin, ouais, il y a un côté plus normal et, enfin, ouais, très normalisé, alors que, enfin voilà, effectivement, il y a encore ce poids sur le corps de la femme c'est un truc à cacher, c'est un truc qui peut être sexualisé, alors c'est à cacher, mais c'est à mettre en valeur, c'est là où tout le temps il y a ce truc. Non, de toute façon, enfin, les codes qui sont imposés aux femmes sont vraiment, ah bah si tu fais ça t'es trop une pute, si tu fais pas trop t'es trop une. Mais je crois pas qu'il y a des trucs où ça ira en fait. Non, il y a rien en fait. Tout le temps, t'auras tout le temps le pied dans un mauvais truc en fait. C'est un objet commun de discussion que le corps de la femme, et t'as l'impression que le monde entier, et notamment les mecs, ont un droit à dire là-dessus. Alors que le corps, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet tellement personnel et tellement qui change d'une personne à l'autre que ça semble incroyable que ce soit un objet public à ce point-là. Ah, mais le scandale des crop tops là, à la rentrée des gamines au lycée, au collège. Crop top. Ouais, les crop tops, tu sais, qui sont coupés là. Qui sont tu vois le ventre. Âgé, Jessie. On reparle, hein, moi, la mode, les gens. Mais ouais, non, c'est scandaleux que des gamines puissent pas s'habiller comme elles veulent, parce que ça te déconcentre les garçons ou même les vieux là. C'est ceux qui étaient passés à la télé là qui disaient, ouais, moi ça me déconcentrerait une gamine dans la rue comme ça. Mais... Ça fait très vieux là. Tu regardes pas une gamine dans la rue de base, c'est une gamine dans la rue. La problématique de la victim blaming et de. Enfin voilà, hein, mais enfin oui, c'est. Je sais pas, les gamines elles mettent des jupes. Moi je sais, quand j'étais gamine, ma mère elle me mettait des jupes quand j'allais en primaire. En quoi le crop top c'est différent des jupes finalement? Non, mais. Tu vois les jambes, tu vois le bide, ça va. Moi je sais que, j'avais travaillé à un moment donné dans une école où pareil ils avaient passé un code vestimentaire et qui comptait également pour le personnel, et où uniquement les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des débardeurs. Il fallait que les épaules soient couvertes, parce que sinon, attention, les épaules ça va déconcentrer, c'est vraiment ce qu'avait dit le principal, déconcentrer les garçons de leur contrôle. Et le mec avait quand même justifié le truc en citant La Fontaine. Et alors ça, je trouve que c'est quand même un délire absolu. Non, ça veut dire que si tu fais ton cours en Marcel et que ça part en viol gangbang, c'est ta faute. C'est ta faute, parce que attention les épaules aussi. Ouais, les hormones. Parce qu'il faut pas être une catin. Les épaules, le ventre, les jambes, tu fais quoi? Cocher ses mollets. Non mais sortez pas de chez vous, hein. Mais en même temps, t'as pas le droit. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est ça, mais en même temps, non, le voile intégral, surtout pas. Porter un voile, c'est une problématique aussi. C'est pour ça. Justement, dans d'autres pays où simplement historiquement, il y avait des phases de certaines époques où simplement montrer les poignets ou les chevilles, c'est déjà scandaleux, quoi. Le raccourcissement de la jupe à chaque fois, c'était un scandale. Hein. Juste montrer les chevilles, c'est déjà scandaleux. Et puis être sous le genou, c'est scandaleux. Mais ce qui est assez marrant, c'est que évidemment que ces codes-là changent selon les époques, selon les pays aussi, selon les cultures et tout ça, mais en France, à une certaine époque, c'était plus scandaleux de montrer ses chevilles que de montrer un énorme décolleté, par exemple. Donc, c'est bien la preuve que aussi tout ça est quand même très construit, évidemment, et que c'est pas bien justifié. J'ai l'impression que c'est très binaire finalement, c'est-à-dire que soit on veut dire les hommes savent se restreindre et vivent bien, je veux dire, l'exposition des corps, et justement se laissent pas déconcentrer comme ce monsieur tout à fait curieux. Soit c'est pas le cas, et alors il y a pas de limite. En soit tu seras déconcentré par n'importe quel bout de peau, que ça soit le corps entier ou que ça soit juste une cheville. Mais bon, la problématique est moins le corps de la femme que l'esprit tordu d'un mec super chelou, quoi. Après c'est un monsieur dispersé. Hein. Il a peut-être juste des troubles de l'attention, on sait pas. C'est juste ça, il est hyperactif. Petite anecdote d'ailleurs, parce que Jessie parlait des jambes croisées. Historiquement, à la base, les jambes croisées, c'était exclusivement masculin. C'était certainement pas les femmes qui devaient croiser les jambes, parce que tu pouvais
montrer de la peau, etc. Et c'était très très vulgaire. Et non, les femmes, c'était serrer les jambes au maximum. Voilà, on serre les jambes. Après, c'est presque un peu aristocratique, ça, mais on les incline légèrement, voilà, sur un côté ou l'autre. Ah, c'est vrai. Mais voilà, mais les jambes croisées, c'était uniquement les hommes. C'était totalement masculin. Non, c'est pour ça, on est quand même sur des codes extrêmement construits. Hein. Un peu comme, comme les codes du genre et comme tout ça, qui sont des choses complètement construites et qui, c'est un travail de s'en défaire, un peu comme toutes les choses qu'on a appris sur le poids surtout. Et je pense, c'est un truc que je voulais évoquer, mais tous ici, on est un peu intéressés puis concernés par le féminisme, par la communauté LGBT. Et je pense que c'est quelque chose qui a quand même changé pas mal, en tout cas pour moi, la façon que j'ai de voir les codes de genre et l'apparence de façon générale, quoi. Ça, je pense que c'est quand même un truc qui m'a, moi, pas mal touché. Je pense, toi, Charlotte aussi, c'est quand même quelque chose qui t'a appris un peu qu'il y avait une autre façon d'exister. Ouais. Alors, moi, personnellement, de façon personnelle... Dis-nous tout. On m'a toujours dit que je devais être une fille, hein, parce que c'est ce que j'étais. Jusque-là, on est bon et ça tient debout. Fille, tu es née, fille, tu resteras. Mais tous les codes et toutes les règles qui sont censées être avec les filles, c'est que des trucs qui m'intéressaient pas du tout et qui me correspondaient pas. Et j'ai toujours plutôt voulu être un garçon manqué. Parce au sage, le terme garçon manqué est un peu violent. Oui. Tomboy en américain anglais, c'est un peu mieux, je trouve. Ouais. Comment ça? Garçon manqué. Tomboy, c'est quoi? Tomboy. Comme Tom Sawyer et Boy. On est sur cet exemple. Non, mais de toute façon, elle t'écoute pas, le Térix, ça pas pétri derrière là. Bon. On va se recadrer, les gens. Je vais faire la grosse voix. Oh là là, la grosse voix, on se recadre tout de suite. Mais c'est le cadeaugraphie, Papa, on y reviendra plus tard. T'as qu'à arrêter de jouer avec, t'es plus une enfant. Et sois féminine un peu. Ah non. Est-ce qu'on peut reprendre? Je le réparerai, t'inquiète pas. Et on m'a toujours dit que je devais être féminine et ma mère, faut que j'arrête de parler de ma mère peut-être. Non, c'est un poids forcément. Hein. Elle m'a répété souvent, en marrant plus ou moins, c'était plus ou moins une blague, mais qu'est-ce que j'ai fait comme fille? Avec un petit ton de désappointement derrière, mais de blague aussi, donc... Ouf, ouais, il y avait un peu d'amour, mais... T'es pas à la hauteur, lol. C'est exactement ça. Putain. Et du coup, je devais convenir à un modèle qui me convenait pas, et j'arrivais pas à convenir à ce modèle. Moi, je mettais des gros pulls et des t-shirts, et c'est plus, ça me ressemblait plus que essayer d'être féminine, où tout de suite, je me sentais vraiment pas moi. Et je sais que, du coup, j'avais cette impression que si j'étais féminine, je me sentais extrêmement mal dans ma peau parce que c'était pas moi, mais si je l'étais pas, comme je correspondais pas à ce que j'étais censée être, j'étais obligatoirement moche, pas attirante, et dans cet entre-deux qui n'allait pas. Et la découverte de la communauté LGBT et de toutes les nuances de genre, même si je m'identifie toujours quand même plutôt comme une femme, ça m'a appris à, en fait, j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit de mettre ces fringues, j'ai le droit d'être un peu plus masculine, androgyne, et ça fait pas pour autant de moi, pour autant quelqu'un de qui est moche, qui correspond pas, qui est pas féminine, donc qui est moche, qui est pas assez ça, j'ai le droit, en fait, j'ai appris à avoir le droit d'être moi-même grâce à la communauté LGBT. Je pense aussi c'est l'apprentissage du fait que tout ça sont des codes un peu. Oui aussi, du coup c'est l'apprentissage que la communauté LGBT dit, tout ça c'est construit, t'as ton genre, t'as ton sexe, t'as ton expression de genre aussi qui est complètement différente, et c'est un peu des layers que la société se construit. Et on t'a toujours dit, une fille c'est censé être ça, mais ça peut être tellement de choses en fait. Et ouais, c'est apprendre tout ça. Ça m'a appris à j'ai le droit d'être comme je suis, et c'est pas grave si je corresponds pas aux codes qui sont dans la société, quoi. Non, c'est clairement bon. Ouais, toi aussi. Voilà. Miroir. Voilà. Pareil vie, quoi, du coup. Ouais, non, mais pareil, on a la même mère, de toute façon. Oui. Voilà. Pas littéralement, mais... Je me permets de spécifier que c'est quand même pas vraiment le cas, ils se ressemblent. Ouais, moi, je sais que, justement, sur le sujet du fait que l'identité de genre n'est pas forcément la même, ou l'orientation sexuelle n'est pas forcément la même que la façon dont tu t'exprimes avec ton corps et les styles que t'aimes et ça. Moi, je sais que j'ai pris très longtemps à concevoir le fait que j'étais effectivement trans. Bon, déjà parce que je ne savais pas que ça existait, moi, jusqu'à très très tard. Donc ça m'a pris longtemps de concevoir le fait que c'était ne serait-ce que possible. Quand je l'ai appris, j'étais au lycée, et c'était la révélation, quoi, de savoir que c'était possible, et j'ai vraiment un peu compris. Je me suis dit, ah mais ok, c'est ça en fait. Mais c'est vrai que pendant longtemps, c'est un truc que j'ai... auquel je me suis beaucoup moi-même questionné, on va dire, parce que justement j'aimais tout un tas de choses en termes de goût
au niveau corporel, de fringues, de tout ça, mais aussi en termes de goût tout simplement, qui était stéréotypé féminin, parce que bah voilà, je vais aimer telle ou telle fringue, je vais aimer tel ou tel truc qui sont pas stéréotypés comme masculins, et que du coup je me disais ah mais non, mais c'est pas possible que je sois effectivement une personne trans et que je sois vraiment un mec, parce que je trouve que se mettre du vernis c'est sympa. Et du coup, je sais que moi ça a été tout un espèce de chemin, et c'est un truc que, au-delà de ce que je me disais à moi-même, on m'a beaucoup redit, quoi, que ce soit les médecins, les psys, et même ma mère qui, en voulant m'aider, mais en me disant ah non mais je pense pas que t'es trans parce que je trouve que tu trouves ça sympa le maquillage, tu trouves ça sympa le vernis et tout, donc ça veut dire que c'est pas possible. Et c'est vrai que moi ça a été tout un apprentissage, et ça l'est encore, le fait de justement vivre le fait d'être trans et du coup d'être un homme, tout en m'autorisant à aimer certaines choses qui sont pas stéréotypées comme masculines. Et c'est tout un espèce de mix entre les deux, que d'accepter le fait que ce soit possible, quoi. Et je sais que c'est un petit exercice, moi, par lequel aussi j'ai dû passer un peu, quoi. Donc mais ouais, je pense que sur ces bons mots, sauf si vous avez d'autres choses un peu à ajouter sur le sujet, qui a bien duré en longueur à mon avis déjà, on va peut-être pouvoir passer un peu à un truc qu'on voudrait vous faire dans cet épisode, c'est vous partager un peu des coups de cœur et coups de gueule sur le sujet un peu du corps, et sur tout ce qui touche à ce dont on vous a parlé. Donc si quelqu'un veut commencer autour de la table, ma foi. Eh bah go. Alors du coup en film j'avais placé Swiss Army Men, un film avec Daniel Radcliffe qui joue un cadavre qui va servir à un gars sur une île à un peu régler tous ses problèmes, d'où homme couteau suisse. Donc là est profondément en rapport au corps, mais c'est vraiment parce que j'aime bien ce film et je voulais le placer là. C'est plus un film qui traite de la fuite que vraiment un film rapport au corps. Et sinon, film en rapport au corps, c'est une comédie américaine, comédie romantique qui est pas ouf, qui s'appelle Trop Belle avec Jay Baruchel, et je la mets là parce que c'est alors c'est vraiment un film, en plus je crois qu'il est considéré comme mauvais dans les messages qu'il véhicule, mais c'est ce truc là où des mecs notent les filles sur un degré, genre toi t'es un 5 sur 10, je crois qu'il y avait ça dans How I Met Your Mother, et le gars du coup est considéré par ses potes comme un, je sais plus, je vais dire une connerie, mais 2 sur 10, et finit par sortir avec une fille qui est considérée comme une 10 sur 10, et du coup il se dit ma relation elle va forcément flopper parce qu'on n'est pas sur le même point de catégorie. Donc c'est un film très maladroit là-dessus, mais au niveau de ce qu'on parlait du rapport au corps, moi je me suis beaucoup retrouvé là-dessus en me disant que moi je me considérais comme un moins 10 et que du coup moi j'aurais 0 personne parce que les beaux vont avec les beaux, et voilà. Ah, cool, donc c'est pour ça que je mets ce film-là, mais c'est vraiment une petite comédie romantique, pas ouf, mais voilà, moi je le pose là. Bon mais écoute, non mais cool quand même. Et puis et du coup moi en termes de coup de cœur que je voulais partager, c'est un peu hétéroclite, hein, mais du coup, pour faire un lien avec le yoga, ce que je peux vous conseiller si ça vous intéresse déjà, c'est une chaîne qui est très très connue alors qu'elle est en anglais, mais qui s'appelle Yoga with Adrienne, qui est, je pense, la plus grosse youtubeuse yoga sur internet, et qui est très cool. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez un peu aller checker ça. Sinon aussi en termes de représentation, c'est un truc dont on parlait pas mal, le fait que c'était parfois dur, que ce soit en termes de code de genre, mais aussi en termes de forme, de corps et de morphologie, de se retrouver. Il y a une petite série animée que je suis en train de regarder, je l'ai pas fini mais j'arrive vers la fin, que j'ai beaucoup aimé pour le coup, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de diversité dedans, et que elle est très chouette. Déjà c'est une série avec de très beaux designs, et qui effectivement représente des gens, femmes ou hommes, avec des morphologies différentes et puis des codes genrés qui sont franchement frais. Ça s'appelle She-Ra. Elle est dispo sur Netflix comme série, et c'est une série animée du coup de Noel Stevenson. Donc voilà, ça je vous la recommande chaudement du coup. Sinon aussi en termes de trucs un peu plus perso, on va dire, sur la transidentité, un truc où je me suis pas mal retrouvé, qui est une BD que Charlotte m'a offerte justement, qui s'appelle Appelez-moi Nathan, par Quentin Zution. C'est un roman graphique qui est très top sur justement le sujet du corps et de la transidentité. Et ça en parle de façon assez jolie et poétique, et surtout je m'y suis pas mal retrouvé, et voilà, donc je vous conseille de toute façon toute l'œuvre de Quentin Zution, qui est un dessinateur de BD qui fait des histoires pas mal sur la communauté LGBT, les corps et tout ça, mais notamment celle-ci, Appelez-moi Nathan du coup. Pareil sur la transidentité, un petit film que j'ai bien kiffé, qui est sorti un bout de temps maintenant, qui s'appelle The Danish Girl, qui parle pour le coup de l'une des premières femmes trans à faire sa transition. Il y a Eddie Redmayne dedans, qui est la personne qui joue Newt Scamander dans Les Animaux Fantastiques, et c'est réalisé par Tom Hooper, donc très beau film, très poétique, que je vous conseille si le sujet de la transidentité vous intéresse.
Et puis, pareil, du coup, en termes d'inspiration et de modèles de personnes trans, c'est juste un petit compte Insta que j'aime beaucoup, qui Cried Wolves, qui est un artiste de make-up trans que je trouve juste top et qui m'a inspiré beaucoup, justement, dans le fait que les codes genrés étaient un peu floutés, que c'est un homme trans, mais qui est quand même intéressé par pas mal de trucs féminins, et que moi, ça m'a bien fait kiffer, et je me suis bien retrouvé là-dedans. Et les 2 derniers trucs qui pareil sont un peu liés au code de genre, c'est une grosse figure moi qui m'a beaucoup aidé aussi à m'aider à me sentir moi-même, ça c'est Freddie Mercury, donc que je vais pas trop vous présenter, hein, c'est le chanteur de Queen, mais enfin voilà, et qui pareil par la personne qu'il est entièrement, forcément m'a pas mal inspiré. Et puis il y a le film Bohemian Rhapsody qui est sorti sur lui il y a pas très très longtemps. Et enfin la série The Mighty Boosh de Noel Fielding et Julian Barratt, qui pareil est une série où le personnage joué par Noel Fielding est un personnage où les codes du genre sont très floutés et qui m'ont beaucoup aidé pour le coup à me retrouver un peu et à voir que tout ça était possible. Donc voilà, moi ça c'est tous mes gros coups de cœur. Moi de mon côté j'ai beaucoup moins de choses, j'ai essayé de chercher un peu. Désolé, Non mais c'est très bien, c'est très bien. Ça serait peut-être moi de mon côté la chaîne YouTube School of Life, qui ne traite certainement pas que du corps, c'est très général. C'est une chaîne lancée par un philosophe, je crois, suisse, Alain de Botton. Leur siège est en Angleterre, hein, c'est une chaîne anglaise. Et c'est imprégné de philosophie stoïcienne. Ça traite des rapports de couple, des rapports à soi, de l'amour, à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Et c'est très empreint d'une philosophie où il faut accepter les choses. Donc fatalement, l'acceptation du corps, accepter les écueils de la vie. Ça brosse tellement large que je pourrais difficilement recentrer sur vraiment juste une ligne rouge, parce qu'eux-mêmes ont un petit peu de mal à se trouver. Je pense qu'ils s'éparpillent pas mal et ça devient un petit peu moins professionnel avec le temps, et ça devient un peu plus c'est du gala psychologie, quoi, je trouve. Mais c'est une chaîne que je fréquentais beaucoup pendant un temps et qui m'avait fait beaucoup de bien. Ils ont des très jolies animations en papier, en collage, en patchwork, c'est très très soigné. Enfin, voilà, School of Life. Je sais pas si c'est aussi qualitatif aujourd'hui, mais ça l'a été pendant très longtemps. Moi j'avais un film que j'avais bien aimé, que j'avais vu quand j'étais plus petite et qui m'avait assez marqué parce que je me sentais assez représentée dedans. Donc c'est Tomboy de Céline Sciamma, qui a aussi réalisé plus récemment Le portrait de la jeune fille en feu. Et que j'ai beaucoup aimé parce que on suit du coup l'été très court d'un enfant d'une dizaine d'années qui est une petite fille qui s'appelle Laure et qui va rencontrer un groupe de garçons et se faire passer pour un garçon pendant un petit moment. Et ça joue beaucoup sur cette confusion de quand t'es plus petit, où les codes du genre et de la société sont plus flous et sont moins importants. Et comme le dit au final la réalisatrice, c'est autant une histoire qu'elle veut où quelqu'un de trans peut se sentir représenté, mais aussi autant une personne cis peut voir son enfance où quand on est jeune, tous ces codes ont moins d'importance et on veut juste s'amuser avec d'autres enfants. Ça joue vraiment avec un peu ce flou. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, quoi. Moi, niveau culture, je suis pas très inspirée, du coup, j'ai juste un coup de gueule. Tant de gueuler. Rapport à l'adaptation qui est sortie il y a quelques jours des Wings, des stars à la saga Wings. Du coup, c'est juste par rapport à un personnage, parce qu'on va passer outre tous les défauts, dont leur générique à chier. Les personnages de Terra, qui est la cousine de Flora, et qui est grosse, mais que du coup c'est une très mauvaise représentation de grosse, parce que c'est typiquement un cliché. Et pour une série qui est, on peut le dire, JW, non, enfin, oui, clairement, elle se veut en tout cas. Voilà, qui se donne cette image, mais qui le fait très maladroitement, qui le fait très mal. Parce qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils ne le sont pas, du coup. Profondément. Ce personnage, il prend cher, justement, il se fait harceler parce qu'il est gros, enfin, oh là là, t'es grosse, enfin. Sinon, toutes les autres Wings, elles sont queues, enfin. Voilà, enfin, c'est le modèle de beauté, il y a que elle qui est grosse, c'est la grosse sympathique, enfin, le cliché de la peau de grosse, quoi, du coup. Voilà, c'est agaçant et c'est énervant, et ils vont saccager ce personnage. Pour rebondir dessus, le truc que je trouve le plus insultant, c'est que ils ont changé des personnages pour que tout le monde se retrouve dedans, je sais pas comment on pourrait dire. S'identifie. Ouais, voilà, s'identifie. Et Terra, du coup, normalement ça devrait être Flora, mais à la place de se dire le personnage de Flora, on va le mettre avec une personne en surpoids, et ben non, on va dire que c'est sa cousine et que Flora n'est pas dans ce lore,
qu'elle est éloignée, qu'on la voit pas dans l'histoire. Mais comme ça pourrait faire chier des gens que Flora devienne grosse, on va dire c'est sa cousine, elle s'appelle Terra. Et c'est là où je trouve pire, c'est qu'on pourrait juste dire que c'est Flora et que dans l'adaptation, Flora est en surpoids. Mais je trouve que c'est un peu ne même pas assumer de mettre ce personnage-là gros en disant bah non, ce personnage il n'y est pas, c'est sa cousine et elle est grosse. Voilà. C'est là où je trouve encore pire. Alors peut-être que je le vois mal le truc, mais vraiment j'ai l'impression que c'est genre même pas assumer de te dire on va rendre ces personnages-là en surpoids. On va dire que non, c'est pas le même personnage, on va en inventer un nouveau. Et ça, je trouve ça dingue. Et pour faire un résumé de la série, les Wings qui sont très codifiés en type de genre, où les Wings sont tout ce que tu veux de filles, et voilà. Le chat veut bouffer le dessin. C'est alimentaire, donc il est en train de le lécher. Pardon, mais est-ce qu'on peut mettre un petit mot pour expliquer? Là, on est quand même obligé de stopper le podcast parce que Coupeau était en train de lécher le dessin. Donc Coupeau, le chat, était en train de lécher le dessin que Gaël nous a envoyé du dessin de notre logo, mais qui est peint avec des épices. Et du coup, le chat a trouvé ça délicieux, apparemment. Donc, Ça a plu à tout le monde. il est toujours en bon état, je tiens à préciser qu'on l'a sauvé, mais on a quand même dû mettre le podcast en pause juste pour sauver le dessin. Donc bravo, c'est un dessin excellent, visiblement goûteux. Mais ouais, je sais plus où on en était. Attends, je vais reprendre place. Mais les Wings. Du coup, cette série qui est une adaptation des Wings, qui se veut tout ce que tu veux, féministe et tout ça, qui te balance des mots mais qui veulent rien dire, et beaucoup moins tout ce que tu veux féministe, etc., que la série de base des Wings qui est très codifiée, quoi. Donc, arrêtez de faire des choses, faites des choses parce que ça vous tient à cœur, pas parce qu'on vous a dit que mettre le mot mansplaining dedans faisait que votre série allait passer, quoi. Enfin, Et oui, bon bah du coup, Ne fais pas ta féministe. si je peux vous conseiller une série un peu avec pareil des fées, des pouvoirs magiques, mais où les gens ils sont bien représentés, bah du coup She-Ra, hein, c'est disponible sur YouTube, sur Netflix, pardon, mais c'est un dessin animé. J'ai vu. Donc c'est un remake d'un truc des années 80 en fait, je crois. C'est l'adaptation pour filles de Musclor. Et ouais, Il y a Musclor et dans le lore il y a She-Ra, c'est la fille. Et du coup la nouvelle adaptation là est faite par en plus je crois deux femmes il me semble lesbiennes et enfin voilà, et donc c'est très cool. Franchement très très cool comme série. Enfin voilà, bah du coup si on a tous partagé un peu tous nos petits trucs de fin, je pense qu'on va vous dire à bientôt et on vous dit aussi que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, donc Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, et puis aussi sur Instagram, ce sera 6e-étage-100-ascenseur. Et puis sinon, bah nous on vous fait plein de bisous et puis on vous dit à bientôt pour un 4e épisode, je pense. Des gros bisous. Bisous. bye. Bye. Bisous. Si tu écoutes, bisous Kojan. What the fuck. Ok. Bon, bisous tout le monde, moi, mais Oui, tout le monde. amour, chocolat.